Bonjour à tous, chers auditeurs et lecteurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un univers où la réalité se mêle à l'inexplicable, où chaque récit cache une ombre de mystère, une présence invisible ou une menace insaisissable. Ces histoires, inspirées de faits réels, sont teintées d'une atmosphère surnaturelle qui vous fera frissonner. Préparez-vous à explorer des moments où l'ordinaire bascule dans l'étrange, où chaque détail compte et où l'inconnu rôde, toujours prêt à se révéler. J'avais 18 ans à l'époque et c'était le début de l'été. Cette période suspendue entre la fin des examens et l'inconnu de l'âge adulte qui s'ouvrait devant moi comme une gueule béante. L'école était terminée depuis 2 semaines, et comme la plupart de mes camarades de classe s'étaient dispersés vers des emplois saisonniers, des voyages à l'étranger ou des colonies de vacances, je me retrouvais seul dans cette maison familiale de banlieue, une bâtisse des années 60 aux murs trop épais et aux fenêtres trop petites, qui semblait respirer une lourdeur oppressante dès que mes parents en sortaient. Mes parents étaient partis pour leur voyage annuel de 4 jours à visiter ma tante malade dans le Vermont. C'était devenu une routine depuis ma 14e année. Ils partaient, me laissaient une liste interminable de numéros d'urgence et de voisins à contacter, et moi je restais là, maître d'un territoire que je connaissais trop bien pour le trouver excitant. La maison devenait alors un vaisseau vide, où chaque craquement du plancher prenait une résonance nouvelle, où chaque ombre du couloir semblait s'étirer un peu plus longtemps que la normale. Ce soir-là, le vendredi 16 juin, l'atmosphère était particulièrement étouffante. Une chaleur orageuse s'était installée sur la région depuis 3 jours, transformant l'air en une substance visqueuse qu'on peinait à respirer. J'avais passé l'après-midi allongé sur le canapé du salon, à faire défiler sans conviction des vidéos sur mon téléphone portable, l'écran projetant une lueur bleutée sur mon visage dans la pénombre croissante. La télévision murale diffusait en sourdine une rediffusion d'une série policière que j'avais déjà vue 3 fois, les dialogues familiers se mêlant au bourdonnement des insectes dehors. À 23h47, selon l'horloge numérique rougeoyante du décodeur câble, j'ai décidé de me préparer quelque chose à manger. La cuisine était à l'arrière de la maison, séparée du salon par un couloir étroit aux murs tapissés de photos de famille figées dans le temps. Moi bébé, moi à 6 ans avec une dent manquante, moi à 12 ans lors de ma première communion, tous ces mois passés qui semblaient me juger depuis leur cadre doré. J'ai ouvert le réfrigérateur, contemplant l'intérieur faiblement éclairé où s'empilaient les restes d'une pizza, des yaourts périmés depuis une semaine et des bouteilles de soda que mes parents m'avaient interdit de toucher mais que je buvais secrètement. C'est alors que le premier coup est venu. 3 frappes nettes, espacées d'intervalles parfaits, comme mesurées par un métronome invisible. Pas la volée hâtive d'un livreur pressé, ni l'insistance nerveuse d'un voisin en détresse. Non. 3 coups méthodiques, presque cérémonieux, qui résonnèrent dans le silence soudain de la maison avec une clarté cristalline qui me figea instantanément. La main encore agrippée à la poignée du réfrigérateur, l'air froid s'échappant en volute autour de mes chevilles. Je n'ai pas bougé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui ne fut probablement que quelques secondes. Mon cœur s'était mis à battre dans ma gorge avec une violence qui me donnait la nausée. Je me suis redressé lentement, fermant le réfrigérateur sans y penser, et j'ai fait le trajet jusqu'à la porte d'entrée avec des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Le couloir s'était allongé, les photos familiales devenant des témoins muets de ma progression vers l'inconnu. La porte d'entrée était massive, en chêne massif que mon père avait fait installer après une tentative de cambriolage dans le quartier 5 ans plus tôt. Elle possédait un Judas optique grand angle que je n'avais jamais utilisé auparavant, préférant généralement demander qui était là à travers le battant entrouvert, suffisamment pour voir mais pas assez pour laisser entrer. Ce soir-là, quelque chose, une intuition primitive, peut-être, ou simplement la conscience que minuit approchait et que personne de censé ne sonnait à cette heure, m'a poussé à approcher mon œil du petit cercle de verre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 hommes se tenaient sur le perron, parfaitement immobiles, parfaitement silencieux. Ils portaient tous 2 des vêtements identiques. Des pantalons de toile kaki, des chemises à manches longues de couleur crème et des vestes légères de la même teinte terreuse. Leurs chaussures étaient des bottes de randonnée robustes, celles qu'on porte pour traverser des terrains accidentés. Mais ce qui me terrifia le plus, ce ne fut pas leur tenue, ni même leur présence à cette heure indue. Ce fut leur posture, rigide, militaire, les bras le long du corps, les regards fixés droit devant eux comme s'ils attendaient une inspection. Le plus proche de la porte était un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux coupés courts, presque ras, révélant un crâne qui semblait trop lisse, trop parfait. Son visage était dépourvu de toute expression, une masque de chair impassible où seuls ses yeux, d'un gris pâle, presque incolore, trahissaient une forme de vie, fixant le Judas avec une intensité qui me fit reculer d'un pas involontaire. Derrière lui, légèrement décalé sur la gauche, se tenait un homme plus jeune, peut-être la fin de la vingtaine, avec les mêmes vêtements, la même posture, les mêmes yeux étranges qui semblaient capter la lumière du lampadaire voisin avec une réfraction inhabituelle. Je suis resté là, le souffle suspendu, à les observer à travers ce petit cercle de verre qui me semblait soudainement une protection dérisoire.
Ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils attendaient avec une patience inhumaine qui me rappela soudainement les araignées que j'avais observées dans le jardin étant enfant, immobiles au centre de leur toile, attendant que la proie se débatte suffisamment pour signaler sa présence. Pendant 5 minutes, je les ai comptés, hypnotisés par l'horloge murale du couloir dont le tic-tac soudainement audible semblait amplifier le silence dehors. Ils sont restés ainsi. Puis, sans qu'aucun signal visible n'ait été échangé, l'homme plus âgé a incliné légèrement la tête vers la droite, et ils ont tous deux levé leur main droite pour frapper. 3 coups. Exactement les mêmes que la première fois. La même cadence, la même force, la même intention cérémonielle. « Bonsoir », a dit l'homme plus âgé, sa voix traversant le bois épais avec une clarté surprenante. « Nous sommes ici pour parler avec monsieur et madame Brennan. » Mes parents. Ils connaissaient leur nom. Ils connaissaient leur nom de famille, alors que je n'avais jamais vu ces visages de ma vie. Une vague de terreur froide m'envahit, partant de ma nuque pour descendre le long de ma colonne vertébrale jusqu'à mes orteils. Comment savaient-ils? Qui étaient-ils? Et pourquoi cette formulation étrange? Parler avec, plutôt que voir ou rencontrer. J'ai reculé du Judas, pressant mon dos contre le mur du couloir comme si la distance de ces quelques centimètres pouvait me protéger. Je ne savais pas quoi faire. Répondre leur signalerait ma présence, mais ne pas répondre. Ne pas répondre semblait également dangereux, une provocation silencieuse qui pourrait les pousser à l'action. J'ai regardé vers la cuisine, calculant la distance jusqu'au tiroir où mon père gardait son vieux revolver, un Smith & Wesson qu'il m'avait montré une fois en me faisant promettre de ne jamais y toucher. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur torsionnaire. Je pouvais les entendre respirer dehors, des inspirations profondes et synchronisées qui semblaient résonner à travers la porte. Puis, alors que je m'apprêtais finalement à bouger vers la cuisine, j'ai entendu des murmures. Des échanges à voix basse, trop étouffés pour que je distingue les mots, mais dont le rythme, saccadé, presque chantant, me rappela étrangement les prières que ma grand-mère récitait en latin lors des messes de minuit. Un bruit de pas. Des pas qui s'éloignaient. J'ai risqué un nouveau regard par le Judas et les ai vus descendre les 3 marches du perron avec une synchronisation parfaite, leurs mouvements miroirs l'un de l'autre. Ils ont disparu dans l'obscurité du jardin avant, et je n'ai vu aucune lumière de voiture s'allumer, aucun moteur ne se mettre en marche. Ils s'étaient fondus dans la nuit comme s'ils n'avaient jamais existé. J'ai verrouillé la porte à double tour, vérifiant mécaniquement chaque point de fermeture que mon père m'avait enseigné. Puis je suis allé à toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, m'assurant qu'elles étaient bien closes, tirant les rideaux avec une violence qui trahissait ma panique grandissante. Je suis retourné au salon, mais je n'ai pas rallumé la télévision. Le silence me semblait soudainement préférable au bruit artificiel qui pourrait masquer d'autres approches. À minuit 15, j'ai entendu le grincement. Ce n'était pas un grincement ordinaire, pas celui du bois qui se dilate dans la chaleur ou des fondations qui s'étiolent après des décennies. Non. C'était le grincement métallique d'une clôture forcée, le son distinct d'un fil de fer qui cède sous une pression déterminée. Il venait de l'arrière de la maison, du jardin où ma mère cultivait des roses dont elle était si fière. Je me suis levé du canapé avec une lenteur mécanique, mes muscles raidis par une terreur qui me rendait presque incapable de mouvement. J'ai marché vers la cuisine, évitant délibérément les zones du plancher que je savais craquer, me déplaçant comme un fantôme dans ma propre maison. La fenêtre au-dessus de l'évier donnait sur l'arrière, et je me suis hissé sur le comptoir pour pouvoir voir par-dessus les plantes en pot de ma mère. Ils étaient là. Les 2 hommes, toujours dans leurs vêtements identiques, se tenaient au milieu du jardin de roses. L'homme plus jeune tenait ce qui ressemblait à une longue barre de fer, et je l'ai vu l'utiliser pour forcer la serrure de la porte de la véranda arrière. L'homme plus âgé se tenait légèrement en retrait, les mains jointes devant lui dans une posture qui évoquait la méditation ou l'attente patiente d'un rituel ancien. J'ai sauté du comptoir, atterrissant lourdement sur le carrelage froid. Je n'avais plus le temps de réfléchir, plus le temps de peser les options. Je savais instinctivement que si je restais dans cette maison, il me trouverait. Il semblait connaître chaque recoin de la propriété, chaque point faible de la structure. La porte de la véranda céderait en quelques minutes, et alors? Les garages. Nous avions un garage détaché, accessible par une porte latérale dans la cuisine, un espace encombré où mon père entreposait ses outils et où je savais qu'il y avait un vieux téléphone fixe qui fonctionnait encore. Je me suis précipité vers cette porte, l'ouvrant avec une précaution désespérée pour ne pas faire de bruit. L'obscurité du garage m'a englouti, épaisse et humide, empli de l'odeur de l'essence et du métal rouillé. J'ai trouvé le téléphone sur l'établi de mon père, ses fils enchevêtrés comme des serpents endormis. J'ai composé le 911 avec des doigts qui tremblaient si fort que j'ai dû recommencer 2 fois. Quand l'opératrice a répondu, j'ai chuchoté ma situation avec une urgence qui rendait presque mes mots incompréhensibles. Il y a 2 hommes, ils essaient d'entrer, ils connaissent mes parents, ils portent les mêmes vêtements, ils sont dans le jardin maintenant.
L'opératrice a tenté de me calmer, de me demander mon adresse, de me confirmer que des unités étaient en route. Mais pendant que je parlais, j'ai entendu le bruit. Le bruit que je redoutais plus que tout au monde. Le claquement sec d'une serrure cédant, suivi du grincement d'une porte coulissante s'ouvrant sur ses rails. Ils étaient entrés. Je me suis recroquevillé derrière l'établi, le téléphone encore collé à mon oreille, l'opératrice devenant un murmure lointain dans le tourbillon de ma panique. J'ai entendu leurs pas dans la maison, pas des pas ordinaires, mais des déplacements méthodiques, presque exploratoires. Ils ne couraient pas, ne cherchaient pas à surprendre. Ils avançaient avec une lenteur délibérée, comme s'ils cartographiaient chaque pièce, mémorisant chaque détail de l'espace. Ils sont à l'intérieur, ai-je soufflé dans le combiné, ma voix à peine audible. Ils sont dans la maison. Les pas se sont arrêtés un moment au niveau de la porte du garage. J'ai retenu mon souffle, convaincu qu'ils allaient entrer, qu'ils allaient me trouver là, accroupi dans l'obscurité comme un animal traqué. Mais non. Après une pause qui dura une éternité, les pas ont repris, montant l'escalier avec une régularité effrayante. J'ai entendu la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir. Des mouvements à l'étage, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient avec une douceur étrange, pas le brouhaha d'un cambriolage ordinaire. Ils cherchaient quelque chose de spécifique, quelque chose qu'ils savaient d'être là. Et puis, le silence. Un silence total, absolu, qui dura 10 minutes selon l'horloge murale du garage que je pouvais distinguer dans la pénombre. 10 minutes où je suis resté immobile, paralysé, à écouter mon propre cœur marteler ma cage thoracique. 10 minutes où j'ai imaginé chaque scénario possible, chaque fin horrible qui pourrait m'attendre. Ce ne fut que quand j'ai entendu les sirènes au loin, d'abord faibles puis grandissantes, que j'ai osé bouger. Les lumières bleues et rouges ont inondé les fenêtres du garage, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts d'outils. J'ai entendu des cris à l'étage, des voix masculines qui n'étaient pas celles de mes visiteurs, puis des bruits de lutte, de course, de portes qui claquaient. Quand un policier a finalement ouvert la porte du garage, sa lampe torche m'aveuglant, je me suis levé avec des jambes qui cédaient sous moi. Il m'a aidé à sortir, m'entourant d'une couverture que je n'avais pas demandée, mais dont la chaleur artificielle me sembla soudainement nécessaire. Il les avait trouvés dans la chambre de mes parents. Pas en train de voler, pas en train de fouiller. Assis sur le lit, côte à côte, les mains sur les genoux, dans la même posture rigide que j'avais observée depuis le Judas. Ils n'ont pas résisté à l'arrestation, n'ont pas prononcé un mot de défense ou d'explication. Mais quand les policiers les ont menottés, l'homme plus âgé a tourné la tête vers moi, et dans ses yeux gris pâles, j'ai vu quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Une reconnaissance, comme s'ils m'avaient attendu, comme s'ils savaient que je serais là, que je les verrais, que je deviendrais le témoin de leur passage. Les semaines qui ont suivi ont apporté peu de réponses. Les hommes, dont les empreintes ne correspondaient à aucune base de données, dont les vêtements n'avaient aucune étiquette identifiable, dont les chaussures n'avaient laissé aucune trace exploitable, n'ont jamais parlé. Pas un mot, pas une explication, pas une demande d'avocat. Ils sont restés muets pendant les interrogatoires, muets devant le juge, muets pendant les mois d'incarcération préventive. L'accusation finale n'a été que d'effraction, faute de preuve de vol ou d'intention de nuire. Mais je savais, je sais encore, que ce n'était pas une simple tentative de cambriolage. Ils étaient venus pour mes parents. Ils connaissaient leur nom, leur absence, leur retour imminent. Et ils s'étaient installés dans leur chambre comme s'ils y avaient droit, comme s'ils attendaient leur retour avec cette patience inhumaine que j'avais observée depuis le début. Parfois, la nuit, quand je suis seul dans un appartement que j'ai pris loin de cette maison maudite, j'entends encore 3 coups à la porte. Je sais que c'est dans ma tête, que c'est le souvenir qui ressurgit, mais je ne peux m'empêcher de vérifier le Judas, de m'assurer que personne n'attend dehors dans l'obscurité. Et parfois, juste parfois, je crois apercevoir 2 silhouettes identiques au coin de la rue, immobiles, attendant, patientes comme des araignées au centre d'une toile que seuls eux peuvent voir. Élément mystique ajouté, 3 mois après l'incident, en rangeant les affaires de mes parents pour un déménagement définitif, j'ai découvert dans le fond d'une armoire un album photo que je n'avais jamais vu. Il contenait des images de mes parents jeunes, dans les années 70, posant avec un groupe de personnes dans ce qui ressemblait à une communauté rurale. Au milieu du groupe, souriant avec la même expression vide que j'avais vue ce soir-là, se tenait l'homme aux yeux gris pâles, apparemment inchangé après 40 années. À la dernière page, une note manuscrite de ma mère, nous avons échappé à la cérémonie. Ils ne pardonnent jamais. Ils attendent dans l'ombre jusqu'à ce que le sang appelle le sang. Je vis à la périphérie d'une ville de taille moyenne dans le Wyoming, dans une maison que j'ai construite de mes propres mains sur un terrain de 40 hectares que j'ai acquis après avoir vendu mon entreprise de construction à l'âge de 35 ans. C'était un rêve de solitude que je poursuivais depuis l'adolescence, alimenté par des années passées dans des appartements bruyants de Denver et de Cheyenne, où le bruit des voisins à travers les murs minces était devenu une forme de torture quotidienne.
Ici, le silence n'était pas simplement l'absence de bruit, c'était une présence vivante, une entité qui vous enveloppait et vous isolait du monde avec une douceur presque maternelle. Ma maison est petite, certes, une construction de bois et de pierre de seulement 60 mètres carrés, mais chaque poutre, chaque planche, chaque pierre de la fondation porte l'empreinte de mes mains. Je l'ai conçue pour être autonome, avec des panneaux solaires, un puits artésien et une réserve de provisions suffisante pour tenir 6 mois sans approvisionnement extérieur. Ce n'était pas paranoïa, m'assurais-je, juste une préparation raisonnable face aux hivers wyomingais qui peuvent couper les routes pendant des semaines. L'événement dont je vais vous parler s'est produit au printemps de l'année 2019, une saison que je me rappelle avec une précision cristalline malgré les années qui se sont écoulées depuis. Ce printemps-là, les pluies avaient commencé début mars et n'avaient cessé depuis, transformant mon terrain en une vaste étendue de boue glissante où mes bottes s'enfonçaient jusqu'à la cheville à chaque pas. Les météorologues parlaient d'un phénomène climatique exceptionnel, d'une dépression stationnaire qui s'était coincée au-dessus de l'État et refusait de bouger. Pour ma part, je trouvais dans cette pluie incessante une sorte de réconfort, une confirmation de mon choix de vie. Quand le monde extérieur devient hostile, la solitude devient une forteresse. Le dimanche 14 avril. Je me souviens de la date parce que c'était l'anniversaire de ma mère décédée. La pluie atteignait son paroxysme. Ce n'était plus une simple averse, mais une délivrance torrentielle qui transformait l'air en une substance liquide presque impalpable. Je ne pouvais voir à plus de 20 mètres au-delà de mes fenêtres, le monde extérieur réduit à un gris uniforme où les contours des arbres se dissolvaient comme des esquisses au fusain abandonnés sous la douche. J'étais installé dans mon fauteuil préféré, un vieux cuir bosselé que j'avais récupéré dans une vente aux enchères, enveloppé dans une couverture en laine de mouton que j'avais tissée moi-même pendant mon premier hiver ici. La cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs en rondins, et je regardais une rediffusion d'une série documentaire sur la vie sauvage de l'Alaska, le volume suffisamment élevé pour couvrir le tambourinement de la pluie sur le toit de tôle. Vers 18h30, selon l'horloge de la cuisine que je pouvais apercevoir par la porte entr'ouverte, j'ai entendu quelque chose qui ne correspondait pas au paysage sonore habituel. Une discordance, une note fausse dans la symphonie de la tempête. C'était un heurt, faible mais distinct, provenant de la direction de la porte d'entrée. Je l'ai d'abord attribué à une branche emportée par le vent, ou peut-être un animal, un cerf, un coyote, cherchant refuge contre l'élément déchaîné. Mais le son s'est répété. 3 coups, espacés, presque polis. Pas l'urgence d'un voyageur en détresse, pas l'insistance d'un commercial perdu. Une demande de permission, mesurée, respectueuse de la barrière que représentait ma porte. Je me suis levé avec une lenteur méfiante, la couverture glissant de mes épaules. Ma première pensée fut pour mon fusil, un reminton que je gardais chargé dans l'armoire du couloir, mais quelque chose dans la cadence des coups, leur régularité, leur patience, m'a dissuadé d'aller le chercher immédiatement. J'ai approché la porte, contournant délibérément la zone du plancher qui craquait entre le salon et l'entrée, et j'ai regardé par le judas que j'avais installé moi-même avec une fierté de propriétaire. Un homme se tenait sur mon perron de bois, trempé jusqu'aux os, l'eau ruisselant de ses vêtements pour former une flaque autour de ses bottes. Il était jeune, sans doute dans la fin de la vingtaine, avec des cheveux noirs plaqués sur son crâne et un visage pâle ou des yeux d'un vert étrange. Presque phosphorescent dans la lumière tamisée de mon auvent, semblait absorber la pénombre grandissante. Il ne portait aucun sac, aucun équipement de camping visible, juste des vêtements de randonnée légers complètement inadaptés aux conditions météorologiques. J'ai hésité. La distance jusqu'à la ville la plus proche était de 15 km, et la route qui y menait était devenue un cours d'eau boueuse impraticable depuis 3 jours. Personne ne pouvait être arrivé ici par accident, pas dans ces conditions. Et pourtant, il était là, frappant à ma porte avec cette politesse déconcertante. J'ai ouvert la porte d'une dizaine de centimètres, la chaîne de sécurité que j'avais ajoutée l'été précédent tendue à sa limite. L'odeur de la pluie et de la terre saturée est entrée en même temps que le visiteur, une bouffée humide et minérale qui m'a rappelé soudainement les caves de mon enfance. « Comment puis-je vous aider » ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. L'homme a levé les yeux vers moi, et dans ce mouvement, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Une coordination parfaite, presque mécanique, comme si chaque geste avait été répété des centaines de fois. Ses épaules se sont redressées, sa tête s'est inclinée légèrement sur le côté, et quand il a parlé, sa voix portait une intonation curieusement plate, dépourvue de l'accent régional que j'attendais d'un habitant du Wyoming. « J'étais en train de camper dans les bois à proximité », a-t-il dit, chaque syllabe mesurée avec une précision qui semblait artificielle. « J'ai eu des problèmes avec mon équipement. La tempête a tout emporté. J'ai besoin d'un endroit pour passer la nuit. » J'ai regardé au-delà de lui, vers l'obscurité grise où la forêt commençait à 20 mètres de la maison. Aucune tente visible, aucun feu de camp éteint, aucune trace de passage dans la boue fraîche autour de mon bâtiment. Il prétendait venir des bois, mais il n'y avait aucune preuve de son voyage. Et puis,
Il y avait cette question qui me taraudait. Pourquoi moi? Pourquoi ma maison, isolée au milieu de nulle part, plutôt que l'une des fermes plus accessibles sur la route principale? Je peux vous offrir un coup de téléphone, ai-je proposé, ma main inconsciemment se rapprochant de la chaîne de sécurité comme pour vérifier sa solidité. Pour appeler une dépanneuse ou la police. Ils peuvent venir vous chercher. Une expression, la première que je voyais sur son visage, a traversé ses traits. Pas de la déception, pas de la gratitude. Une sorte de calcul. Une évaluation rapide, comme un joueur d'échecs qui envisage une contre-attaque inattendue. Je ne peux pas attendre dehors, a-t-il dit, et pour la première fois, une note d'urgence, authentique ou feinte, je ne pouvais le dire, est apparue dans sa voix. Il fait -5 degrés avec le facteur vent. Je vais mourir d'hypothermie avant qu'ils arrivent. C'était vrai, techniquement. La température avait chuté de 10 degrés depuis midi, et le vent qui s'engouffrait sous mon auvent portait une morsure glacée qui me faisait frissonner malgré la protection de la porte entre nous. Mais quelque chose, cette intuition primitive que nous partageons tous avec nos ancêtres des cavernes, hurlait en moi que cet homme n'était pas ce qu'il prétendait être. « Je suis désolé », ai-je dit, commençant à refermer la porte. « Je ne peux pas vous laisser entrer. Je vais appeler les secours, ils seront là dans l'heure. » Sa main, rapide, trop rapide, s'est interposée entre le battant et le chambranle. Pas violemment, pas agressivement, mais avec une détermination qui m'a fait reculer d'un pas involontaire. Ses doigts étaient longs, démesurément longs, les articulations saillantes sous une peau qui semblait trop tendue, comme si elle avait été étirée sur un squelette plus grand que la normale. « Vous faites une erreur », a-t-il dit, et dans ses yeux verts, j'ai vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une connaissance, comme s'il savait déjà comment cette soirée se terminerait, comme s'il avait déjà vécu cet instant des dizaines de fois. Vous ne comprenez pas ce qui arrive quand on refuse l'hospitalité. Puis, avant que je puisse réagir, il a retiré sa main et s'est éloigné. Pas en courant, pas en colère, mais avec cette même démarche mesurée, presque processionnelle, qu'il avait amenée jusqu'à ma porte. Il a disparu dans la tempête en quelques secondes, englouti par le rideau gris de la pluie, et je suis resté là, la main encore sur la poignée de la porte, à me demander si je n'avais pas imaginé toute la scène. Je n'ai pas appelé la police. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'homme n'avait techniquement rien fait d'illégal. Peut-être parce que je ne voulais pas admettre ma peur irrationnelle à des inconnus au téléphone. Je suis retourné à mon fauteuil, mais je n'ai pas rallumé la télévision. J'ai éteint toutes les lumières de la maison, préférant l'obscurité qui me permettait d'observer l'extérieur sans être vu, et je suis resté là, immobile, à écouter la tempête. 2 heures se sont écoulées. La nuit était complètement tombée maintenant, ce noir profond des campagnes sans pollution lumineuse, où seuls les éclairs intermittents déchiraient le ciel pour révéler des paysages fantomatiques. Vers 21 heures, selon l'horloge dont le cadran luminescent était le seul point de repère dans mon salon devenu bunker, j'ai vu la lueur. Elle venait de la forêt, à environ 100 mètres de la maison, dans la clairière où j'avais l'habitude de faire du feu l'été. Une lueur orange, vacillante, qui dansait et ondulait comme possédée d'une volonté propre. À travers la pluie qui continuait de tomber avec une intensité qui me semblait maintenant surnaturelle, j'ai distingué la forme d'un feu de camp, impossible, inconcevable dans ces conditions, qui brûlait avec une vigueur défiant les lois de la physique. Je me suis levé, m'approchant de la fenêtre avec des jambes qui tremblaient. Le feu était là, réel, projetant des ombres dansantes sur les troncs des pins environnants. Et à côté, se tenant parfaitement immobile, se trouvait une silhouette. Pas l'homme que j'avais vu à ma porte. Cette silhouette était plus grande, plus massive, vêtue de quelque chose qui semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter. L'homme de tout à l'heure se tenait légèrement en retrait, dans la pénombre, tenant ce qui ressemblait à un long bâton ou peut-être un fusil. Il ne bougeait pas. Il ne se protégeait pas de la pluie. Il se contentait de attendre. De regarder dans la direction de ma maison avec une patience qui me rappela soudainement des prédateurs que j'avais observés dans les documentaires. Ces félins qui peuvent rester immobiles des heures avant de fondre sur leur proie. J'ai reculé de la fenêtre, tirant les rideaux avec une violence qui arracha l'un des anneaux de la tringle. J'ai cherché mon téléphone portable, les doigts glissant sur l'écran humide de sueur, et j'ai composé le numéro du poste de police du comté avec une précision mécanique qui contrastait avec le chaos de mes pensées. L'opératrice qui a répondu était une femme dont la voix traînante suggérait l'ennui d'un quart de nuit sans incident. J'ai tenté d'expliquer la situation, mais les mots semblaient insuffisants, ridicules même. Un homme à ma porte, un feu de camp dans la tempête, 2 silhouettes dans les bois. Dans le silence qui a suivi mon récit, j'ai entendu l'incrédulité qu'elle ne s'efforçait même pas de masquer. « Nous enverrons une unité dès que possible », a-t-elle finalement dit, mais dans sa voix, j'ai perçu l'estimation, 60 minutes minimum, peut-être plus avec les conditions de circulation. « Restez à l'intérieur, monsieur. Verrouillez vos portes. »
Ne sortez sous aucun prétexte. J'ai raccroché, le téléphone encore serré dans ma main comme une amulette protectrice. Je suis allé à la cuisine, ouvrant le tiroir où je rangeais mon Glock, et pour la première fois depuis mon installation ici, j'ai chargé l'arme avec des mains qui tremblaient si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Le poids métallique dans ma paume m'a offert une forme de réconfort primitif, une illusion de contrôle face à l'inconnu. Je suis retourné au salon, m'installant dans un angle où je pouvais surveiller à la fois la porte d'entrée et la baie vitrée donnant sur l'arrière. Le feu brûlait toujours, je pouvais le voir à travers les interstices des rideaux mal fermés, cette lueur orange qui pulsait comme un cœur malade. Et puis, alors que je fixais cette lueur, j'ai réalisé qu'elle s'approchait. Pas le feu lui-même. Non, le feu restait à sa place dans la clairière. Mais la silhouette massive, celle qui avait attendu dans l'ombre, elle se déplaçait. Je l'ai vue traverser la zone éclairée, un instant figée dans la lumière comme une gravure d'horreur, avant de disparaître dans l'obscurité entre les arbres. Direction, ma maison. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de mon existence. Chaque craquement du bois de la structure, chaque goutte d'eau s'écoulant d'une gouttière, chaque rafale de vent devenait un signal d'alarme. J'ai entendu des pas à l'extérieur, des pas qui contournaient la maison avec une lenteur méthodique, s'arrêtant parfois devant une fenêtre, une porte, comme pour tester les points faibles de ma forteresse improvisée. Puis, le coup à la porte d'entrée. Pas les 3 coups polis de tout à l'heure. Un seul coup, violent, qui a fait vibrer le chambranle dans ses gonds. Puis un autre. Et un troisième, accompagné cette fois d'une voix. Pas celle de l'homme de tout à l'heure, mais quelque chose de plus profond, de plus guttural, qui semblait émaner de la terre elle-même plutôt que d'une gorge humaine. Ouvre. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es seul. J'ai levé mon arme, pointant vers la porte avec des bras qui tremblaient si fort que je doutais de pouvoir tirer avec une précision quelconque. J'ai crié quelque chose, un avertissement, une menace, je ne sais plus, mais ma voix est sortie étranglée, inadéquate face à la menace qui s'accumulait de l'autre côté du bois. C'est alors que j'ai entendu le bruit de la fenêtre de la cuisine. Un grincement métallique, la serrure cédant sous une pression que je n'aurais pas cru possible. Je me suis retourné, juste à temps pour voir la silhouette massive se glisser à l'intérieur, sa tête presque touchant le plafond bas, ses épaules démesurées bloquant la lumière extérieure comme un éclipse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tiré. Le coup a été assourdissant dans l'espace confiné, l'éclair du canon illuminant la scène d'une lumière blafarde qui a gravé dans ma mémoire des détails que je n'ai jamais pu oublier. La texture de la peau de l'intrus, trop lisse, trop uniforme, comme du cuir synthétique étiré sur une armature inconnue. L'absence totale de sang là où la balle aurait dû frapper. Et les yeux, grands ouverts, fixés sur moi avec une expression que je ne pouvais interpréter ni comme de la colère ni comme de la peur, mais comme de la reconnaissance. Comme si, en tirant, je venais de confirmer quelque chose qu'il attendait depuis le début. L'être, je ne peux plus l'appeler un homme, a reculé, pas blessé, pas terrifié, mais avec une lenteur délibérée qui suggérait qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Il est sorti par la fenêtre avec une souplesse qui défiait sa masse apparente, et j'ai entendu des pas s'éloigner dans la nuit, 2 paires cette fois, se dirigeant vers la forêt d'où ils étaient venus. La police est arrivée 40 minutes plus tard, leur gyrophare teignant la pluie de lueurs rouges et bleues qui semblait presque festive après l'horreur que je venais de vivre. Ils ont trouvé la fenêtre forcée, la balle logée dans le mur opposé, et les empreintes. Des empreintes étranges, trop grandes, avec des configurations de doigts qui ne correspondaient à aucune base de données connue. Mais ce qu'ils ont découvert dans la clairière, là où le feu avait brûlé, c'est cela qui a transformé cette nuit d'effroi en un mystère qui me hante encore aujourd'hui. Un sac de sport militaire, enterré à 50 cm de profondeur, que la pluie avait partiellement déterré. À l'intérieur, des menottes en plastique, une bouteille de chloroforme, un couteau de chasse aiguisé avec une précision chirurgicale et des photos. Des dizaines de photos, toutes de moi. Moi travaillant dans le jardin, moi lisant sur le perron, moi dormant. Prise à travers les fenêtres avec un téléobjectif qui suggérait des observations régulières depuis des semaines, peut-être des mois. Le kit d'un prédateur, m'a dit l'officier chargé de l'enquête, un homme dont le visage exprimait la même incrédulité que la mienne. Planté là, dans ma propriété, attendant le moment propice. Mais ce qui l'a déconcerté autant que moi, c'était la date sur les photos les plus récentes. Prise la veille, alors que j'étais en ville faire des courses, alors que je croyais ma maison vide et inviolée. Il savait toujours. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui il était. L'homme à la porte, avec ses yeux verts et sa démarche mécanique, la silhouette massive, qui n'avait pas saigné quand je l'avais touché. Ou quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, qui avait pris les photos et laissé le kit pour que ses complices, ses serviteurs, l'utilisent. 4 ans ont passé. Je vis toujours dans cette maison, parce que fuir aurait signifié leur donner une victoire que je ne pouvais pas concevoir. Mais chaque nuit de pluie,
Chaque coup à la porte, même celui d'un ami, d'un livreur, me fige le cœur. Et parfois, quand je regarde par la fenêtre vers la clairière où le feu a brûlé ce soir-là, je crois voir une lueur orange qui pulse dans l'obscurité, attendant, patiente, pour que je vienne vérifier. Élément mystique ajouté, 1 an après l'incident, en réparant une section de toiture endommagée par la tempête, j'ai trouvé sous les bardeaux une boîte métallique scellée contenant un journal manuscrit datant de 120 ans. Son auteur, un trappeur qui avait occupé ce terrain avant la construction de la maison, décrivait des « visiteurs de la tempête » qui venaient réclamer l'hospitalité refusée et la malédiction qui s'abattait sur ceux qui leur résistaient. La dernière entrée, du 14 avril 1899, mentionnait 2 silhouettes dans la pluie et se terminait par ces mots « Il ne tue pas ceux qui tirent. Il marque ceux qui tirent. La prochaine tempête, ils reviendront pour ce qui leur est dû. » Quand j'étais adolescent, je vivais avec ma mère dans une petite maison de banlieue qui semblait avoir été conçue pour une famille plus grande, plus bruyante, plus vivante que la nôtre. C'était une construction des années 50, avec des murs en plâtre épais qui absorbaient le son comme des éponges et des planchers en chêne qui craquaient selon une topographie mystérieuse que j'avais appris à naviguer avec la précision d'un voleur. Ma mère avait acheté cette maison après le divorce de mes parents, l'année de mes 12 ans, et elle avait consacré les 6 années suivantes à la transformer en un sanctuaire de normalité, un refuge contre le chaos du monde extérieur. Elle travaillait comme infirmière de nuit à l'hôpital du comté, un emploi qu'elle avait choisi délibérément, m'avait-elle expliqué un jour, parce que la prime nocturne lui permettait de payer mon éducation sans que je doive prendre de prêts étudiants. Ce choix signifiait que je passais 5 nuits par semaine seul dans cette maison de 3 chambres, de 20h à 4h du matin, une solitude que j'avais d'abord trouvée angoissante, puis simplement routinière, et finalement, je dois l'admettre avec une certaine culpabilité, agréable. J'avais mes rituels, les jeux vidéo jusqu'à minuit, les snacks interdits que je consommais avec la conscience d'un délinquant mineur, les conversations téléphoniques avec des amis qui duraient des heures. La maison devenait mon territoire, un espace où les règles de ma mère s'assouplissaient dans son absence, où je pouvais être presque adulte sans emporter les fardeaux. L'événement dont je vais parler s'est produit en mars de ma dernière année de lycée, une période où l'anxiété des examens de fin d'année et des candidatures universitaires créait déjà une atmosphère de tension sous-cutanée. Ce soir-là, mercredi 14 mars, ma mère était partie à son travail avec son habituelle précision militaire. Vérification des serrures, rappel des numéros d'urgence affichés sur le réfrigérateur, baiser rapide sur mon front qui sentait le désinfectant hospitalier. Je l'avais regardé partir dans sa vieille Toyota, ses phares traçant un arc dans l'obscurité grandissante avant de disparaître au coin de la rue. La soirée avait suivi son cours habituel. J'avais d'abord travaillé sur une rédaction d'anglais qui traînait depuis une semaine, puis j'avais cédé à la tentation de ma console de jeu, perdant 3 heures dans un monde virtuel où les menaces étaient codifiées, prévisibles, finalement rassurantes. Vers 23h30, conscient que le lendemain était jour d'école, j'avais éteint l'équipement et monté l'escalier avec cette lassitude satisfaite que procure le temps bien investi dans la procrastination. Ma chambre était située à l'étage, la 2e porte sur la gauche dans un couloir étroit que ma mère n'avait jamais pris le temps de décorer. J'avais établi mon territoire avec l'enthousiasme obsessif de l'adolescence. Des posters de films d'horreur au mur, une collection de figurines d'action sur l'étagère, un ordinateur portable sur le bureau qui restait allumé 24 heures sur 24. Je me suis glissé sous les couvertures, le téléphone portable à portée de main, et j'ai commencé ma routine nocturne habituelle. Défiler les réseaux sociaux, répondre aux messages, regarder des vidéos jusqu'à ce que mes paupières deviennent trop lourdes. Je ne sais pas à quelle heure précise je me suis endormi. Le dernier souvenir conscient était d'une vidéo de chatons qui défilaient sur mon écran, leur mignonnerie hypnotique me tirant vers le sommeil. Et puis, le noir. Pas le noir du sommeil ordinaire, mais une obscurité dense, presque tangible, où le temps semblait suspendu. Ce qui m'a réveillé, ce fut le bruit. Un claquement sec, métallique, qui aurait pu être la porte d'entrée se refermant, ou peut-être la porte du garage, ou n'importe laquelle des 12 portes de cette maison labyrinthique. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité de ma chambre, déorienté, cherchant l'horloge dont les chiffres luminescents m'indiqueraient où je me situais dans la nuit. 3h30. Ma mère rentrait habituellement à 4h, parfois un peu plus tôt le mercredi quand son service était moins chargé. J'ai supposé, cette supposition rassurante que nous créons pour apaiser nos peurs primitives, qu'elle était rentrée plus tôt, que le bruit était celui de sa portière, de ses pas fatigués, de sa routine nocturne que je connaissais par cœur. J'ai fermé les yeux, prêt à me rendormir, quand j'ai entendu les pas. Des pas dans l'étage inférieur, des déplacements qui ne correspondaient pas à la chorégraphie familière de ma mère. Elle avait une démarche reconnaissable entre mille, cette fatigue de 12 heures de travail qui la faisait traîner les pieds, chercher directement la cuisine pour se préparer une tisane avant de monter se coucher. Ces pas-là étaient différents, plus lents, plus exploratoires. Ils ne se dirigeaient pas vers la cuisine.
Ils erraient, comme quelqu'un qui découvre un espace pour la première fois, qui cartographie mentalement chaque pièce, chaque recoin. J'ai tendu l'oreille, l'attention soudainement aiguisée par cette anomalie. Les pas continuaient, traversant le salon, s'approchant de la bibliothèque, revenant vers l'entrée. Pas de bruit de tiroir, pas d'ouverture de réfrigérateur, aucun des sons familiers de ma mère rentrant du travail. Juste cette promenade méthodique, presque cérémonielle, qui durait maintenant depuis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. À 20 minutes, j'ai réalisé que ce n'était pas ma mère. Que cela ne pouvait pas être ma mère. Personne ne faisait le tour de sa propre maison avec cette lenteur délibérée, cette absence de but apparent. J'ai senti la peur monter en moi, non pas la peur paniquée du danger immédiat, mais une terreur glacée, calculatrice, qui me faisait évaluer chaque option avec une clarté surnaturelle. Je me suis assis dans mon lit, le drap glissant de mes épaules, et j'ai allumé la lampe de chevet. La lumière jaune a inondé ma chambre avec une violence qui m'a fait cligner des yeux, et, j'en suis certain, a signalé ma présence à quiconque se trouvait en bas. Les pas se sont arrêtés instantanément. Un silence total s'est abattu sur la maison. Un silence si dense que je pouvais entendre le bourdonnement de l'électricité dans les murs, le tic-tac de l'horloge du couloir, le battement de mon propre cœur qui semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai attendu. 1 minute. 2 minutes. Le silence persistait, mais il avait changé de qualité. Il n'était plus vide, il était chargé, tendu, comme l'air avant l'orage. Quelqu'un écoutait, là en bas, évaluant comme moi, calculant comme moi. J'ai quitté mon lit avec une lenteur mécanique, cherchant à mes pieds le vieux baseball bas que je gardais depuis ma phase de sportif raté au collège. Le bois était froid, rassurant dans ma main moite. J'ai marché vers ma porte, contournant la zone du plancher que je savais craquer. Cette connaissance intime de mon territoire qui était peut-être ma seule avantage. Et j'ai collé mon oreille contre le panneau de bois. Rien. Pas de respiration, pas de mouvement, pas de suggestion de présence dans le couloir extérieur. J'ai ouvert la porte d'1 centimètre, puis de 2, assez pour glisser ma tête dans l'ouverture et examiner l'espace au-delà. Le couloir était plongé dans l'obscurité totale. Aucune lumière ne filtrait de l'étage inférieur, où ma mère aurait allumé au moins la lampe d'entrée. Cette absence de lumière me terrifia plus que tout le reste. Ma mère, même épuisée, ne montait jamais l'escalier dans le noir. Elle craignait de trébucher, de se blesser, de réveiller le voisinage avec un cri. J'ai refermé ma porte avec une lenteur désespérée, cherchant mon téléphone portable sur ma table de nuit. Les doigts glissants, j'ai composé le numéro de ma mère, celui qu'elle gardait allumé en permanence pour les urgences. La sonnerie a retenti dans mon oreille, 1, 2, 3 fois, puis sa voix fatiguée mais familière a répondu. « Maman », ai-je chuchoté, ma voix étranglée par la peur que je tentais de contenir. « Tu es rentré ?» Il y a quelqu'un dans la maison. Sa réponse a été un silence confus, puis l'explication qui m'a glacé le sang. Elle était encore à l'hôpital, un patient en urgence avait retardé son départ, elle ne rentrerait pas avant 50 minutes au moins. Elle a voulu appeler la police, rester en ligne avec moi, mais je l'ai interrompue. Je ne voulais pas faire de bruit, ne voulais pas attirer l'attention de l'intrus sur ma localisation précise. Je lui ai dit de raccrocher, d'appeler les secours, de se dépêcher. Le téléphone encore serré dans ma main, je me suis retrouvé seul dans cette maison qui soudainement ne me semblait plus familière. Chaque ombre était une menace potentielle, chaque silence une embuscade. J'ai décidé de descendre. Je ne sais pas pourquoi, quelle folie ou quel courage désespéré m'a poussé à cette décision. Peut-être la nécessité de savoir, de transformer l'inconnu terrifiant en ennemi identifiable. Peut-être simplement l'impossibilité de rester immobile, attendre que le danger vienne à moi. J'ai quitté ma chambre avec la précaution d'un chat, le baseball bête levé, mon téléphone allumé en mode lampe torche mais dirigé vers le sol pour ne pas révéler ma position. L'escalier s'est présenté à moi comme un gouffre, chaque marche une potentielle trahison sonore. Je les ai descendus une par une, le poids de mes pas répartis sur les bords extérieurs où le bois était moins usé, moins bruyant. En bas, l'obscurité était presque totale, seulement percée par la lueur blafarde de mon téléphone qui dessinait des ombres grotesques sur les murs. Le salon était vide, me semblait-il, mais je ne pouvais en être certain sans allumer la lumière, sans révéler ma présence. Je me suis dirigé vers la cuisine, suivant le mur du couloir avec une main tendue pour guider mes pas. C'est là que je l'ai vue. La cuisine était faiblement éclairée par la veilleuse du four, cette petite lumière rouge que ma mère laissait toujours allumée pour nous guider dans la nuit. Dans cette pénombre sanglante, une silhouette était assise à notre table de formica, celle où nous prenions nos petits déjeuners silencieux, où je faisais mes devoirs le soir, où ma mère payait les factures le samedi matin. Un homme, vêtu de noir des pieds à la tête, un masque sombre couvrant ses traits, les mains posées à plat sur la table dans une posture qui évoquait la méditation ou l'attente patiente d'un rendez-vous. Il était immobile.
parfaitement, absolument immobile. Pas le moindre mouvement de respiration visible, pas le plus petit tic nerveux. Juste cette présence silencieuse, cette occupation de notre espace familial avec une audace qui me terrifia autant qu'elle me révoltait. Et ses yeux, car je pouvais voir ses yeux, 2 points reflétant la lueur rouge de la veilleuse, étaient fixés sur moi. Il m'avait attendu. Il savait que je descendrais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fui. Une sorte de paralysie s'est emparée de moi. Cette réaction primitive des proies face aux prédateurs qui les a déjà repérés. Nous sommes restés ainsi, l'homme et moi, dans cette cuisine de banlieue devenue théâtre d'un affrontement dont je ne comprenais ni les règles ni l'enjeu. Puis il a bougé. Lentement, avec une grâce dérangeante, il a levé une main pour retirer son masque. Ce que j'ai vu, ce que je crois avoir vu, car la lumière était faible et ma perception altérée par la peur, me hante encore aujourd'hui. Un visage jeune, presque adolescent, avec des traits qui ne portaient aucune expression, aucune émotion. Pas la menace, pas la colère, pas même la curiosité. Juste un vide absolu, une absence de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Et dans ce visage, une cicatrice, fine et blanche, qui traversait sa joue gauche comme une signature, comme une marque de fabrique. Il a ouvert la bouche pour parler, et j'ai entendu, ou cru entendre, des mots qui n'avaient pas de sens dans ce contexte. Elle n'est pas là. Tu es seul. C'est parfait. La paralysie a cédé. J'ai tourné les talons et j'ai couru, abandonnant le baseball bas qui claqua contre le mur, montant les escaliers 4 à 4, me précipitant dans ma chambre que j'ai verrouillée avec une clé que je n'avais jamais utilisée auparavant. J'ai appelé le 911, balbutiant mon adresse, ma situation, la présence de l'homme dans la cuisine, la cicatrice, les mots qu'il avait prononcés. L'opératrice a tenté de me calmer, de me maintenir en ligne, mais j'ai entendu en bas le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer. Il était parti. Sans se presser, sans fuir. Simplement, satisfait de sa visite, de son observation, de quelque chose qu'il avait obtenu que je ne comprenais pas. La police est arrivée 12 minutes plus tard, leur gyrophare teignant les murs de ma chambre de lueur, qui semblait presque festive après l'horreur de la cuisine. Ils ont fouillé la maison, trouvé les empreintes sur la table de Formica, des empreintes qui ne correspondaient à aucune base de données, et la trace d'une présence dans le jardin arrière, où quelqu'un avait attendu, observé, peut-être pendant des heures. Mais ce qui a transformé cette intrusion en un mystère qui me hante encore, ce fut la découverte de l'officier chargé de l'enquête, une femme d'une 50aine d'années dont l'expérience n'avait pas effacé la compassion de son regard. Dans le tiroir de la cuisine, celui où ma mère rangeait les couverts de famille, elle a trouvé un objet que ni ma mère ni moi ne reconnaissions. Une clé ancienne, en fer oxydé, attachée à un ruban de soie noire. Et avec elle, une photographie décolorée représentant une femme jeune, d'une 30aine d'années, qui ressemblait étrangement à ma mère, posant devant cette même maison 60 ans plus tôt. Au dos, une inscription en lettres tremblantes, « Pour la prochaine. Elle viendra quand le sang appellera. » L'homme n'a jamais été retrouvé. Les empreintes n'ont mené nulle part. La photographie n'a pas pu être identifiée. Aucun membre de notre famille connue ne correspondait à ce visage, pourtant si similaire à celui de ma mère. Mais 3 semaines après l'incident, ma mère a reçu un appel anonyme à l'hôpital. Une voix masculine, jeune, avec cette même intonation plate que j'avais entendue dans la cuisine. Il a dit simplement « Le rendez-vous est reporté. Dites à votre fils qu'il a bien fait de courir. La prochaine fois, il ne faudra pas qu'il court. Il faudra qu'il reste. » Ma mère a démissionné de son emploi de nuit le lendemain. Nous avons déménagé 3 mois plus tard, vers un appartement en centre-ville avec des voisins de chaque côté, des caméras de surveillance dans le hall, une sécurité illusoire qui nous a permis de dormir, mais pas d'oublier. Parce que parfois, la nuit, quand le téléphone sonne et que personne ne répond au bout de la ligne, je pense à cet homme sans expression, à sa cicatrice blanche, à ces mots qui n'étaient pas pour moi, mais pour elle. Pour ma mère. Et je me demande quel rendez-vous avait été reporté, quel sang appelait le sien, et quand, exactement, il déciderait que l'heure était enfin venue de ne plus courir. Élément mystique ajouté. 6 mois après notre déménagement, en déballant des cartons que nous n'avions pas ouverts depuis la fuite, j'ai trouvé sous mes vêtements d'adolescent une lettre que je n'avais jamais écrite. L'écriture était la mienne, pourtant je ne me souvenais pas de l'avoir tracée. Elle était adressée à celui qui attend dans la cuisine, et elle disait « Je sais que tu reviendras. Je sais que tu attends le moment où je serai assez fort pour ne pas fuir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je t'attends aussi. Et la prochaine fois, ce sera toi qui courras. » Daté du 14 mars 2025. 10 ans dans le futur. J'ai 32 ans et je vis seul dans une maison que j'ai construite de mes propres mains sur un terrain de 40 hectares de prairies wyomingaises, à 15 km de la ville la plus proche et à 1 heure de route de toute forme de civilisation que l'on pourrait qualifier d'urbaine.
Ce n'est pas une retraite anticipée, ni une fuite du monde moderne, mais plutôt une reconquête. Une affirmation que l'on peut encore, dans ce siècle XXIe, vivre selon des rythmes dictés par la terre et le ciel plutôt que par des horloges artificielles et des écrans lumineux. Je suis entrepreneur indépendant, spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques, un métier qui me permet de travailler à distance la majeure partie de l'année et de me consacrer à ma propriété pendant les mois où le climat yominguais rend toute activité extérieure impraticable. C'est un mode de vie que certains trouvent austère, voire pathologique. Ma mère, lors de sa dernière visite, a qualifié mon installation de « bunker élégant » avec ce mélange d'inquiétude et de résignation que les parents réservent au choix irrévocable de leurs enfants. La maison elle-même est modeste, 60 mètres carrés de bois et de pierre locale. Mais elle représente 3 années de travail manuel, de choix délibérés, de compromis entre l'autonomie et le confort. J'ai installé des panneaux solaires, un puits artésien, un système de chauffage au bois et des réserves suffisantes pour tenir 6 mois sans contact extérieur. Ce n'est pas paranoïa, m'assurais-je, juste une préparation raisonnable face aux hivers qui peuvent isoler cette région pendant des semaines. L'événement dont je vais vous parler s'est produit en octobre 2019, une période de transition où l'été indien cède progressivement place aux premières gelées nocturnes. Ce jour-là, le mercredi 16 octobre, j'avais décidé de consacrer la journée à l'hivernage de mon équipement de jardin. Une tâche annuelle que je trouve curieusement méditative, cette mise en dormance de machines et d'outils qui ont servi pendant des mois. Le matin avait été clair et frais, avec cette lumière dorée de l'automne qui semble suspendre le temps. J'avais commencé par la tondeuse, vidant le réservoir d'essence, nettoyant le carter, la rangeant dans l'abri que j'avais construit spécifiquement pour cet usage. Puis les outils à main, les sécateurs, les bêches, que je nettoyais méthodiquement avant de les suspendre à leur crochet désigné. C'est vers 14 heures, alors que je transportais une brouette de compost vers le tas derrière l'abri, que j'ai vu l'homme. Il marchait le long de la route qui borde ma propriété. Une route de terre battue qui dessert seulement 3 fermes dans un rayon de 20 km et qui, au-delà, se transforme en simple piste de randonnée avant de disparaître dans les collines. Cette route n'a pas de raison d'être empruntée par des étrangers. Elle ne mène nulle part, sauf si l'on sait précisément où l'on va. L'homme était seul, marchant avec une démarche régulière qui ne suggérait ni la fatigue ni l'urgence. Il portait des vêtements de randonnée légers, un pantalon de toile kaki, une chemise à manches longues de couleur indéfinissable, des bottes de marche usées, mais pas de sac à dos, pas d'équipement visible, pas de signe qu'il était en excursion ou en voyage. Ses mains étaient vides, ballant légèrement à ses côtés, et sa tête était tournée vers l'horizon avec une fixité qui me rappela soudainement les photos de pèlerins médiévaux, ces marcheurs déterminés vers des destinations invisibles pour le commun des mortels. Je me suis arrêté, la brouette encore pleine, pour l'observer. La distance était d'environ 200 mètres, mais même à cette portée, je pouvais distinguer des détails qui me troublaient. Sa démarche était trop régulière, presque mécanique. Ses bras ne balançaient pas naturellement, mais suivaient un rythme mesuré qui semblait calculé plutôt qu'instinctif. Et il ne regardait pas vers le sol, comme le font la plupart des marcheurs pour éviter les obstacles, mais maintenait cette fixation sur l'horizon, comme si le terrain sous ses pieds lui était parfaitement familier. Il a continué à marcher, passant devant mon entrée sans ralentir, sans tourner la tête, sans aucune indication qu'il avait remarqué ma présence. Je l'ai regardé s'éloigner, devenir progressivement une silhouette, puis un point, puis une absence dans la chaleur vibrante de l'après-midi. Je suis resté là, immobile, avec cette sensation désagréable d'avoir été témoin de quelque chose qui ne me concernait pas, mais qui allait, inexorablement, me concerner. J'ai terminé mon travail avec une concentration diminuée, mes yeux revenant compulsivement vers la route où l'homme avait disparu. Vers 16 heures, alors que le soleil commençait à décliner, j'ai décidé de rentrer. J'ai rangé les derniers outils, verrouillé l'abri, une précaution que je n'avais jamais prise auparavant, mais qui me semblait soudainement essentielle, et je suis entré dans la maison. La soirée a suivi son cours habituel. Préparation d'un repas simple, lecture d'un livre technique sur les techniques de charpente traditionnelles, 1 heure de musique classique diffusée par mes enceintes autonomes. Mais une tension sous-jacente persistait, cette conscience que quelque chose avait changé, qu'une frontière avait été franchie sans que je puisse en identifier la nature. Vers 18h30, alors que je terminais mon repas, le premier bruit est venu. Un choc sourd, bois contre bois, provenant de la direction de l'abri. Pas le craquement normal d'une structure vieillissante sous l'effet du refroidissement nocturne, mais un impact distinct, intentionnel, comme si quelqu'un avait heurté délibérément la porte. Je me suis levé, le couteau de table encore à la main, et je suis allé à la fenêtre de la cuisine qui donne sur l'arrière. L'abri était visible, une silhouette sombre contre le ciel pourpre du crépuscule. Et sa porte que j'avais verrouillée 20 minutes plus tôt, était ouverte, balançant légèrement dans la brise automnale. J'ai mis un temps infini à réagir. Cette paralysie que connaissent tous ceux qui ont été confrontés à l'irrationnel dans leur espace familier,
Ce moment où le cerveau refuse de traiter l'information parce qu'elle contredit les fondements mêmes de notre sécurité perçue. Puis j'ai bougé, cherchant mon fusil, un reminton que je garde pour la chasse et la protection contre les prédateurs, et je suis sorti dans la nuit grandissante. La lumière de ma lampe frontale a découpé des cônes jaunâtres dans l'obscurité, révélant le chemin boueux, les herbes hautes, la structure de l'abri qui se rapprochait avec une lenteur menaçante. Je marchais avec la précaution d'un chasseur, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée, les sens tendus vers l'impossible détection de ce qui m'attendait. L'intérieur de l'abri était vide, évidemment. Mes outils étaient à leur place, la tondeuse recouverte de sa bâche, les étagères rangées avec la méticulosité que je leur avais apportée quelques heures plus tôt. Mais quelque chose avait changé. Une odeur, peut-être une trace de parfum étranger, ou de sueur, ou de quelque chose que je ne pouvais identifier. Ou peut-être simplement l'absence de l'odeur familière de terre et de métal huilé, comme si l'air lui-même avait été expulsé et remplacé. J'ai fermé la porte, la verrouillant cette fois avec une clé que je n'utilisais jamais. Une clé que j'avais conservée au cas où, sans jamais croire que le cas se présenterait. Je suis retourné vers la maison, le fusil toujours à la main, mes yeux scrutant l'obscurité qui s'épaississait de toutes parts. C'est en approchant de la porte d'entrée que j'ai vu les empreintes. Des traces de pas dans la terre humide du chemin, menant de l'abri à la maison, puis disparaissant sur le perron de pierre. Mes pas. Ces empreintes étaient plus grandes, plus profondes, avec une configuration que je ne reconnaissais pas, comme si celui qui les avait laissées marchait sur la pointe des pieds ou portait des chaussures d'une forme inconnue. Je suis entré avec une lenteur désespérée, le fusil levé, chaque muscle tendu vers la détection du moindre mouvement, du moindre son. Le salon était vide, la cuisine également. Mais en traversant le couloir qui mène aux chambres, j'ai vu la suite des empreintes. De la terre de mon jardin, sur le plancher de chêne que j'avais poncé moi-même. Des empreintes qui se dirigeaient vers la chambre d'amis, celle que je n'utilisais que lors des rares visites de ma mère, celle qui restait fermée le reste du temps. La porte était close, mais pas verrouillée. Je l'ai poussée avec le canon du fusil, révélant l'obscurité intérieure. La lumière du couloir a pénétré suffisamment pour montrer le lit des faits, alors que je l'avais fait ce matin avec la précision militaire que j'applique à toutes les tâches, et la fenêtre ouverte, rideau battant dans la brise nocturne. J'ai fait le tour de la pièce avec la méthode apprise dans les films et les manuels de survie, vérifiant sous le lit, derrière la porte, dans le placard. Vide. Mais sur l'oreiller, une indentation distincte, la forme d'une tête qui s'était reposée là. Et sur le rebord de la fenêtre, des traces de doigts dans la poussière, 5 empreintes parfaitement espacées, comme si quelqu'un s'était accoudé pour observer, pour attendre. Je suis retourné au salon, verrouillant toutes les portes, fermant toutes les fenêtres, tirant tous les rideaux. J'ai appelé le shérif du comté, expliquant la situation avec une voix que je ne reconnaissais pas, aiguë, haletante, celle d'un homme qui perd le contrôle. L'opérateur a promis d'envoyer une unité, mais dans son ton, j'ai perçu l'évaluation, 40 minutes minimum, peut-être plus, pour une intrusion sans victime, sans dommages visibles, sans preuve de crime autre que des empreintes de pas et une porte ouverte. J'ai attendu dans l'obscurité du salon, le fusil sur mes genoux, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur visqueuse, chaque son de la nuit. Le vent dans les gouttières, le ululement d'une chouette lointaine, le craquement normal du bois qui se refroidit, devenant une alerte potentielle. Vers 21h15, j'ai entendu le bruit à l'étage. Un pas unique, lourd, suivi d'un silence si total qu'il semblait artificiel. Puis un autre pas, et un autre, descendant l'escalier avec une lenteur délibérée qui me rappela soudainement la démarche de l'homme sur la route, cette même régularité mécanique, cette même absence d'urgence. Je me suis levé, le fusil pointé vers l'escalier, et j'ai allumé la lumière du salon. L'éclat a révélé ce que l'obscurité cachait. Un homme, debout à mi-chemin de l'escalier, immobile, les yeux fixés sur moi avec une intensité qui me glaça le sang. C'était lui, celui de la route, j'en étais certain malgré la distance et la lumière. La même silhouette, la même posture, les mêmes vêtements qui semblaient maintenant absurdement légers pour la saison. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais interpréter. Pas de la menace, pas de la peur, mais quelque chose de pire. Une familiarité, comme s'il me connaissait, comme s'il m'attendait depuis longtemps, comme s'il était venu précisément pour ce moment. « Sortez », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. « J'ai une arme. La police est en route. » Il a souri. Ce fut la seule réaction, un sourire qui ne touchait pas ses yeux, qui semblait peint sur un masque de chair. Puis il a levé une main aux doigts anormalement longs, aux articulations saillantes, et il a pointé vers le haut, vers l'étage, vers la chambre d'amis où il avait attendu. « Tu as construit bien », a-t-il dit, sa voix portant une intonation curieuse, presque chantante, qui ne correspondait à aucun accent régional que je connaissais.
Mais tu as construit sur quelque chose. Quelque chose qui était là avant. Quelque chose qui attendait que quelqu'un revienne. Je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas. J'ai répété ma menace, plus fort cette fois, et j'ai reculé vers la porte d'entrée, cherchant l'interrupteur du Porsche qui inonderait l'extérieur de lumière et peut-être attirerait l'attention de l'unité de police qui devait approcher. Il a bougé. Pas vers moi, mais vers le haut, remontant l'escalier avec cette même lenteur délibérée, disparaissant dans l'obscurité du palier. J'ai entendu des bruits à l'étage, des tiroirs qui s'ouvraient, des objets qui étaient déplacés, puis le silence. Un silence prolongé qui dura 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Quand la police est finalement arrivée, leurs gyrophares teignant les murs de lueurs intermittentes, ils ont trouvé la maison vide. L'homme avait disparu, bien que toutes les portes et fenêtres soient verrouillées de l'intérieur, bien que j'ai surveillé la seule issue possible. Ils ont pris ma déposition, noté les empreintes de pas, photographié la chambre d'amis dans son état de désordre. Mais dans leurs échanges de regards, dans leurs questions répétées sur ma consommation d'alcool ou de médication, j'ai perçu l'incrédulité polie qu'ils réservaient aux témoins peu fiables. Ce n'est que le lendemain, en examinant la chambre d'amis à la lumière du jour, que j'ai trouvé ce qui transforma cette intrusion en un mystère qui me hante encore. Sur le mur, derrière le lit que j'ai déplacé pour vérifier les traces, quelqu'un avait gravé des symboles. Pas des graffitis ordinaires, mais des signes précis, géométriques, qui ressemblaient étrangement à ceux que j'avais vus dans un livre sur l'architecture sacrée médiévale, des marques de protection ou d'invocation selon l'interprétation. Et au centre de ces symboles, une date, 16 octobre 1874. 145 ans jour pour jour avant cette nuit. Une date que j'ai ensuite vérifiée dans les archives du comté, le jour où le premier propriétaire de cette terre, un immigrant suédois nommé Eriksson, avait été trouvé mort dans sa cabane, seul, sans marque de violence apparente, les yeux ouverts fixés vers la porte comme s'il attendait quelqu'un qui ne venait jamais. L'homme n'a jamais été identifié. Les empreintes ne correspondaient à aucune base de données. Les symboles n'ont pas pu être interprétés par les experts consultés. Mais 3 mois après l'incident, en recevant les plans originaux de la propriété que j'avais commandée aux archives, j'ai découvert que ma maison que j'avais construite moi-même sur ce que je croyais être une terre vierge, était située exactement à l'emplacement de la cabane d'Eriksson. Pas à proximité. Exactement. Au centimètre près. Et dans la marge des plans, d'une écriture que je ne reconnaissais pas, quelqu'un avait ajouté « Il revient tous les 45 ans. Il choisit celui qui a construit. Il attend que le bâtisseur comprenne. Je vis toujours ici. Je n'ai pas fui, parce que fuir aurait signifié admettre une terreur que je ne peux pas nommer. Mais chaque nuit du 16 octobre, je reste éveillé, le fusil chargé, les yeux fixés sur la porte. Et parfois, dans les heures qui précèdent l'aube, je crois entendre des pas sur la route, cette démarche régulière, mécanique, qui s'approche mais ne s'arrête jamais tout à fait, qui attend, patiente, pour le prochain cycle, pour le prochain bâtisseur, pour celui qui comprendra enfin ce que je refuse de comprendre. Élément mystique ajouté, l'hiver suivant, en creusant les fondations d'une extension que j'avais planifiée, j'ai découvert à 1 mètre de profondeur une boîte de fer scellé contenant les ossements d'une main humaine. Les doigts étaient anormalement longs, les articulations saillantes, identiques à ceux que j'avais observés sur l'homme. Avec les os, une note, la première offrande. Les autres suivront quand la maison sera complète. Daté du 16 octobre 1874. Signé et Eriksson. Je ne voyage pas souvent, et quand je le fais, c'est généralement pour des raisons professionnelles plutôt que pour le plaisir. Cette habitude de sédentarité n'est pas née d'une aversion pour l'inconnu, mais plutôt d'une satisfaction profonde pour mon espace familier, les repères que j'ai établis, la routine que j'ai tissée comme une couverture protectrice contre le chaos du monde. Mais parfois, les circonstances imposent leurs lois, et il faut bien quitter son territoire pour affronter des réalités géographiques indifférentes à nos préférences. C'était le cas en novembre 2022, quand un projet professionnel m'obligea à me rendre dans une petite ville du Montana que je ne connaissais que de nom, une agglomération de 3000 âmes située à 14 heures de route de chez moi, au cœur d'une région que les cartes désignaient simplement comme terres agricoles. La mission devait durer 2 jours, peut-être 3, et je devais y être présent en personne pour des négociations qui ne pouvaient se faire à distance. J'ai cherché un hébergement avec la méthodique que j'applique à toutes les tâches. Les hôtels de la région, 2 établissements selon les sites de réservation, affichaient des avis alarmants. Problèmes de propreté, de chauffage, de clientèle bruyante, qui évoquaient des activités que je préférais ne pas imaginer. C'est alors que j'ai découvert l'annonce Airbnb, une maison individuelle située dans un quartier résidentiel paisible, proposée à un prix étonnamment compétitif. C'était ma première expérience avec cette plateforme. J'ai toujours privilégié les établissements traditionnels, ces espaces standardisés où la surprise est minimisée par la répétition industrielle.
Mais les photos de cette maison m'ont séduit. Une construction de style craftsman des années 20, avec un porche couvert, des fenêtres à petits carreaux, et un intérieur qui semblait avoir conservé son âme d'origine malgré des rénovations évidentes. J'ai réservé pour 2 nuits, confirmant sans réfléchir aux conditions qui m'engageraient à ne pas déranger les voisins et à respecter un couvre-feu nocturne de 22 heures. Le voyage a été long, traversant des paysages qui passaient de l'urbanité grise à la ruralité absolue avec une brutalité presque choquante. Les dernières heures, après la tombée de la nuit, ont été les plus éprouvantes, des routes sans éclairage, sans habitation visible, où seuls les phares de ma voiture découpaient des tunnels de lumière dans l'obscurité totale. Je suis arrivé dans la ville à 23h45, selon l'horloge de tableau de bord, et j'ai immédiatement été frappé par son aspect désertique. Aucune lumière dans les fenêtres. Aucune voiture sur les rues. Aucun signe de vie dans les commerces dont les vitrines reflétaient mes phares comme des yeux morts. C'était le silence d'une ville qui n'attendait personne, qui avait fermé ses portes et ses volets contre le monde extérieur, et qui me regardait passer avec une indifférence hostile. Les instructions de l'hôte m'avaient indiqué une adresse dans le vieux quartier, un secteur de rues sinueuses bordées d'arbres dénudés par l'hiver imminent. J'ai suivi mon GPS avec une concentration anxieuse, chaque tournant me semblant me plonger plus profondément dans une obscurité qui devenait presque tangible. Et puis, soudain, la maison est apparue. Elle correspondait aux photos, c'était indéniable. La même façade de briques rouges, le même porche avec ses colonnes torsadées, les mêmes fenêtres qui semblaient observer mon approche avec une curiosité inquiétante. Mais ce qui m'a arrêté, ce qui m'a fait stationner dans la rue pendant de longues minutes avant de descendre de voiture, c'était la lumière. Une lumière à l'étage, filtrant à travers les rideaux d'une fenêtre que les photos n'avaient pas montrée. Une lumière chaude, jaune, qui pulsait légèrement comme si elle provenait d'une lampe à pétrole ou d'une bougie plutôt que d'une ampoule électrique. Et avec cette lumière, une ombre, une silhouette qui se déplaçait lentement derrière le voilage, trop indistincte pour identifier mais suffisamment présente pour affirmer « quelqu'un est là ». J'ai vérifié mon téléphone, rouvrant l'application pour confirmer les détails de ma réservation. Maison entière, sans hôte présent, accès autonome par boîte à clé numérique. Aucune mention d'autres locataires, de conciergerie, de quelconque présence humaine. J'ai envisagé de repartir, de trouver un motel sur l'autoroute, de reporter mes rendez-vous du lendemain. Mais la fatigue de 14 heures de conduite, la pluie qui recommençait à tomber, et cette obstination ridicule qui me pousse toujours à honorer mes engagements m'ont poussé à sortir de la voiture. La boîte à clés était aux promises, dissimulée dans un faux rocher près de la porte d'entrée. Le code a fonctionné, révélant une clé ancienne, lourde, d'un type que je n'avais jamais vu. Pas la reproduction standard des serrures modernes, mais quelque chose qui semblait authentique, historique, peut-être original à la construction de la maison. Je l'ai inséré dans la serrure avec une difficulté inattendue, la tournant jusqu'à entendre le déclic sourd du mécanisme cédant. L'intérieur m'a accueilli avec une chaleur surprenante, presque oppressante. Le chauffage était réglé à 24 degrés, bien au-delà de mon confort habituel, et l'air portait une odeur que je ne pouvais identifier. Un mélange de lavande, de cire d'abeille et de quelque chose de plus sombre, de plus organique, qui évoquait les caves de ma grand-mère où les conserves vieillissaient depuis des décennies. J'ai déposé mes bagages dans l'entrée, observant l'espace qui s'offrait à moi. Le salon était fidèle aux photos, avec son canapé Chesterfield, sa bibliothèque chargée de livres anciens, sa cheminée où des bûches étaient prêtes à être allumées. Mais les détails que les photos n'avaient pas capturés me troublaient. Les rideaux étaient tirés sur toutes les fenêtres, bien que l'obscurité extérieure ne justifiât pas cette précaution. Une horloge ancienne, pendue au mur, marquait minuit 10 bien que mon téléphone indiqua 23h50. Et sur la table basse, un verre d'eau à moitié plein, la condensation sur les parois suggérant qu'il avait été posé là récemment. J'ai monté l'escalier avec une lenteur mécanique, attiré par cette lumière que j'avais vue de l'extérieur. Le palier débouchait sur 3 portes, 2 chambres et une salle de bain, selon l'annonce. La lumière provenait de la chambre la plus éloignée, celle que l'hôte avait décrite comme non incluse dans la location, espace de rangement. La porte était entr'ouverte et à travers l'interstice, je pouvais voir la source de l'éclat. Une lampe à pétrole, posée sur une commode, avec une mèche qui dansait dans un courant d'air imperceptible. J'ai poussé la porte. La pièce était vide de tout mobilier sauf cette commode et un lit ancien, recouvert d'un drap blanc qui semblait flotter légèrement, comme si quelqu'un venait de s'enlever. La fenêtre était ouverte, malgré la pluie qui entrait par bouffées, et sur le rebord, des empreintes de pas, des empreintes nues, humides, menant de la fenêtre vers le lit puis disparaissant. J'ai fermé la fenêtre avec des gestes automatiques, éteint la lampe avec une prudence superstitieuse, et je suis retourné à la chambre principale que j'avais choisie pour ma nuit. J'ai verrouillé la porte, une serrure intérieure que j'avais inspectée avec soulagement, et je me suis préparé pour le sommeil avec la méthodique d'un homme qui tente de préserver un semblant de normalité face à l'irrationnel. Le lit était confortable,
les draps propres et parfumés de cette même lavande qui imprégnait toute la maison. J'ai fermé les yeux, comptant mentalement pour m'endormir, quand le premier bruit est venu. Un choc sourd, provenant du rez-de-chaussée, comme si quelque chose de lourd était tombé. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, tendant l'oreille vers le silence qui suivait. Rien. Puis un autre bruit, cette fois plus proche. Des pas dans l'escalier, des pas qui ne cherchaient pas à se dissimuler, qui montaient avec une lenteur délibérée, presque cérémonielle. Je me suis assis dans le lit, cherchant mon téléphone sur la table de nuit. L'écran indiquait minuit 23, l'heure de l'horloge du salon, pas celle de mon téléphone. Les pas se sont arrêtés devant ma porte. J'ai pu voir l'ombre sous le chambranle, une ombre qui ne bougeait pas, qui attendait avec une patience inhumaine. « Il y a quelqu'un » ai-je appelé, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. « Cette chambre est occupée. » J'ai loué la maison entière. Le silence a persisté, puis une voix masculine, jeune, avec une intonation curieusement plate, a répondu « Je sais. C'est pourquoi je suis là. Pour vérifier que tu es bien celui qui devait venir. » J'ai demandé ce qu'il voulait dire, qui il était, pourquoi il était dans cette maison. La voix a ignoré mes questions, poursuivant comme si elle récitait un texte appris. La dernière fois, ce n'était pas le bon. Il est parti avant que je puisse vérifier. Tu ne partiras pas. Tu es le bon. Je le sens. Les pas se sont éloignés, redescendant l'escalier avec cette même régularité mécanique. J'ai attendu, le souffle suspendu, jusqu'à ce que le silence soit total. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, et le grincement de la boîte à clés que je croyais unique à ma possession. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, les yeux fixés sur la porte verrouillée, le téléphone serré dans ma main comme une amulette. À 6 heures, quand la lumière grise du Montana hivernal a commencé à filtrer par les rideaux, j'ai osé descendre. La maison était vide, inchangée, mais sur la table du salon où je n'avais rien posé, une clé avait été laissée. Une clé identique à celle que j'avais trouvée dans la boîte, mais plus ancienne, plus usée, avec une étiquette de cuir portant mon nom écrit d'une main que je ne reconnaissais pas. J'ai quitté la maison à 7h30, sans prendre de douche, sans déjeuner, sans regarder derrière moi. J'ai conduit jusqu'à la ville voisine, trouvé un motel anonyme, et j'ai appelé la plateforme pour signaler l'incident. L'opératrice a consulté ses dossiers, et son silence avant de répondre m'a glacé. Selon leur registre, cette maison n'avait pas été louée depuis 6 mois. Le propriétaire avait suspendu les locations après des problèmes avec le dernier locataire. Mon paiement avait été effectué, mais vers un compte qui n'existait plus, géré par quelqu'un qui n'était pas le propriétaire légal. La police du comté a fait une visite de courtoisie, trouvant la maison vide, propre, sans signe d'intrusion. Les empreintes dans la chambre du haut avaient disparu, ou peut-être n'avaient-elles jamais existé que dans ma mémoire traumatisée. Mais ce que je n'ai pas mentionné dans ma déposition, ce que je n'ai osé formuler qu'à moi-même dans les mois qui ont suivi, c'est ce que j'ai trouvé en rentrant chez moi, dans ma valise que j'avais pourtant verrouillée et surveillée constamment. Une photographie, noir et blanc, vieille de plusieurs décennies selon l'aspect du papier. Elle montrait cette même maison, ce même porche, avec un homme debout sur le seuil. Un homme qui me ressemblait étrangement, portant des vêtements que je ne possédais pas mais que je reconnaissais comme étant de mon style. Et au dos, d'une écriture que je ne pouvais nier être la mienne malgré l'absence de tout souvenir. Le 16 novembre 1947. Enfin trouvé. Il reviendra dans 75 ans. Je serai prêt. Je n'ai jamais reçu d'explication. L'enquête de la plateforme a conclu à une erreur technique, un piratage de compte, des formulations rassurantes qui ne touchaient pas à l'essentiel. Mais chaque année, le 16 novembre, je reçois un email anonyme. Aucune adresse d'expéditeur, aucune possibilité de réponse. Contenant simplement une photo de cette maison, prise de l'extérieur, avec une lumière à l'étage. Et chaque année, sur cette photo, je distingue un peu plus clairement la silhouette derrière la fenêtre. Celle qui m'attend, qui sait que je reviendrai, qui compte les années avec la patience de celui qui a déjà attendu des décennies et peut attendre des décennies encore. Élément mystique ajouté, 2 ans après l'incident, en triant des documents familiaux pour une généalogie que ma mère avait entreprise, j'ai découvert que mon arrière-grand-père, disparu mystérieusement en 1947, avait été photographe amateur dans le Montana. Parmi ces négatifs conservés aux archives régionales, une série de clichés de cette même maison, pris entre 1945 et 1947. Sur le dernier, daté du 15 novembre 1947, on le voit lui. Je le reconnais à sa posture, à sa silhouette, debout sur le porche, regardant vers la fenêtre de l'étage où une ombre se profile. La légende au crayon, de sa main, « Demain, j'entre. Demain, je saurai. » Il n'a jamais été revu vivant. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, j'ai vécu une expérience qui a transformé ma perception de l'intimité, de la sécurité et de ce que signifie vraiment être seul. Je ne parle pas de solitude.
cette compagne familière que beaucoup d'entre nous cultivent avec une ambivalence complexe, mais d'une intrusion si fondamentale, si violente dans son caractère invisible, qu'elle a ébranlé les fondements même de ma confiance dans l'espace clos. J'avais 31 ans à l'époque, établi dans une carrière qui me permettait de travailler à distance la majeure partie du temps, avec des déplacements occasionnels pour des réunions que la technologie ne pouvait remplacer. Mon frère cadet, que je n'avais pas vu depuis 18 mois en raison de la distance géographique, il vivait à 6 heures de route dans une autre région, m'avait invité à passer quelques jours chez lui pour célébrer son 30e anniversaire. Il habitait un appartement d'une chambre dans un immeuble récent, un espace fonctionnel mais manifestement inadapté à l'hébergement d'invités, surtout pour une durée de plusieurs nuits. J'ai donc cherché un logement alternatif, découvrant par hasard une annonce pour une maison de location située à quelques rues seulement de son appartement. Le prix était étonnamment compétitif, inférieur à celui des hôtels de la zone, et les photos montraient un espace modeste mais fonctionnel. Un salon avec canapé-lit, une cuisine équipée, une chambre avec lit double, et ce que l'annonce décrivait comme une salle de bain rénovée récemment. J'ai réservé pour 3 nuits, confirmant par email avec le propriétaire qui s'identifiait simplement comme Monsieur Kowalski. Un nom qui ne m'a pas paru étrange à l'époque, mais qui, rétrospectivement, porte une sonorité presque trop parfaite, trop neutre, trop conçue pour être mémorable. Je suis arrivé en ville le jeudi matin, après une conduite nocturne que j'avais préférée pour éviter le trafic. J'ai rencontré mon frère pour un déjeuner prolongé, nous rattrapant des mois de silence avec cette frénésie communicative propre aux retrouvailles. Vers 16 heures, fatigué par la route et la conversation, je me suis présenté à l'adresse de la location. La maison était un bungalow des années 60. Situé dans une rue d'arbres matures où les voitures étaient stationnées avec la désinvolture de ceux qui ne craignent ni le vol ni la contrainte. J'ai récupéré la clé dans la boîte à lettres, comme convenu, et je suis entré. L'intérieur correspondait aux photos, avec cette déception légère que provoque toujours la confrontation avec la réalité après l'optimisme des images numériques. Le canapé était plus usé, la cuisine plus étroite, la lumière naturelle plus limitée par les constructions voisines. Mais c'était propre, fonctionnel, adéquat pour mes besoins. J'ai installé mes affaires dans la chambre, remarquant en passant que le placard était verrouillé. Une précaution contre le vol, supposé jeu, ou peut-être simplement une réparation non finalisée. La soirée a été consacrée à mon frère. Nous avons dîné dans un restaurant bruyant, puis avons erré dans les rues de sa ville nouvelle qu'il me faisait découvrir avec l'enthousiasme du converti. Je suis rentré vers 22h30, la maison de location m'accueillant avec son silence et sa légère odeur de renfermé caractéristique des espaces peu ventilés. Je me suis préparé pour la nuit avec la routine d'un homme qui voyage fréquemment. Vérification des serrures, mise en place du téléphone de secours, positionnement des chaussures près du lit pour une évacuation rapide si nécessaire. Je me suis couché vers 23h, épuisé par les 48 heures précédentes de veille et de conduite. Le sommeil m'a emporté rapidement, profondément, sans rêve dont je me souvienne. Et puis, l'éveil. Je ne sais pas quelle heure il était. L'obscurité dans la chambre était totale, celle d'une ville sans pollution lumineuse directe, où seuls les photons filtrants par les interstices des rideaux permettent de distinguer la forme des meubles. Je me suis réveillé avec cette certitude immédiate, pas lente, pas progressive, mais instantanée comme un interrupteur actionné, que je n'étais pas seul. Le son qui m'avait réveillé, je l'ai identifié rétrospectivement. Une porte qui se referme, ce déclic sourd du loquet s'engageant dans le gâche, suivi du grincement presque imperceptible du chambranle qui se déforme légèrement sous la pression. Pas la porte de la chambre. J'aurais senti le mouvement d'air, la vibration du plancher. Une autre porte, dans une autre partie de la maison. Je suis resté immobile dans le lit, les yeux ouverts dans l'obscurité, tendant tous mes sens vers l'espace au-delà de la porte de ma chambre. Des pas dans le couloir, des pas qui ne cherchaient pas à se dissimuler mais qui ne se précipitaient pas non plus. Une démarche mesurée, presque contemplative, comme celle de quelqu'un qui explore un espace familier avec une curiosité renouvelée. Les pas se sont arrêtés devant ma porte. J'ai pu sentir la présence au-delà du panneau de bois, cette perception étrange que nous avons tous eu un jour. La conscience qu'un autre corps respire, émet de la chaleur, occupe l'espace d'une manière qui modifie subtilement la pression atmosphérique. J'ai retenu mon souffle. Les pas se sont éloignés, redescendant le couloir vers le salon. J'ai entendu des mouvements, le froissement d'un tissu, le cliquetis d'un objet posé sur une surface dure, puis le silence. Un silence prolongé, tendu, qui a duré selon mon estimation subjective au moins 10 minutes. Puis la porte d'entrée, celle-ci distinctement identifiable par son grincement caractéristique, s'est ouverte et refermée avec une lenteur délibérée. Je me suis levé avec des jambes qui tremblaient, cherchant mon téléphone pour éclairer l'espace. La maison était vide, évidemment, mais pas inchangée. Sur la table du salon, où je n'avais rien posé, se trouvait un verre d'eau à moitié plein, la condensation sur les parois indiquant qu'il avait été rempli récemment.
Le canapé présentait une indentation fraîche, celle d'un corps s'étant reposé là. Et sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, une empreinte de main dans la poussière. 5 doigts, parfaitement espacés, comme si quelqu'un s'était accoudé pour observer la rue. J'ai appelé la police avec une voix que je ne reconnaissais pas, aiguë, haletante. Ils sont arrivés en 20 minutes. Un temps que j'ai trouvé interminable, mais qui, rétrospectivement, témoigne d'une réactivité honorable pour une ville de cette taille. Ils ont inspecté la maison, noté les indices de présence, pris ma déposition avec cette politesse professionnelle qui masque l'incrédulité. Aucune effraction visible. Aucun objet manquant. Aucune menace directe. Leur conclusion, formulée avec une prudence diplomatique. Probablement un squatteur occasionnel, un sans-abri qui connaissait les propriétés vacantes de la zone, une intrusion sans gravité qui ne justifiait pas une enquête approfondie. Je suis resté cette nuit, parce que fuir aurait signifié admettre une vulnérabilité que je n'étais pas prêt à reconnaître. Mais je n'ai pas dormi, restant éveillé dans le lit avec le téléphone serré dans ma main, les yeux fixés sur la porte verrouillée. Le lendemain matin, j'ai contacté le propriétaire, M. Kowalski, selon l'email que j'avais conservé, pour lui signaler l'incident. Sa réponse, arrivée après plusieurs heures, était brève, presque sèche. Il avait changé le code de la serrure numérique extérieure, m'assurant que personne ne pourrait plus entrer sans autorisation. Aucune explication sur la présence de l'intrus, aucune excuse pour la faille de sécurité, aucune suggestion d'annulation de ma location. J'ai passé la journée avec mon frère, tentant de me comporter normalement, de participer à ses plans d'anniversaire avec l'enthousiasme qui l'attendait. Mais une partie de moi restait dans cette maison, dans cette chambre, dans l'expectative anxieuse du retour nocturne. Vers 21h, épuisé par la tension accumulée, je suis rentré. La nouvelle serrure fonctionnait, j'ai vérifié 3 fois. Et l'intérieur semblait inchangé, vide, silencieux. Je me suis préparé pour la nuit avec une ritualisation accrue, vérifiant chaque placard, chaque recoin, chaque espace où un corps pourrait se dissimuler. La salle de bain, que j'avais négligée la veille, m'a particulièrement préoccupé. Une pièce étroite avec une baignoire à rideaux, un espace parfait pour l'attente patiente. Je l'ai inspecté avec la minutie d'un détective, tirant le rideau avec une violence qui a arraché un anneau de la tringle. Rien. Personne. La maison était vide, je le savais intellectuellement, mais le savoir ne suffisait pas à apaiser la terreur somatique qui me parcourait. Je me suis couché vers 23h, le téléphone sous l'oreiller, la lumière de la salle de bain laissée allumée avec la porte entrouverte pour créer une zone de pénombre rassurante. Le sommeil m'a emporté malgré moi, la fatigue physique finissant par l'emporter sur la vigilance anxieuse. Et puis, encore, l'éveil. Cette fois, pas de bruit de porte, pas de pas dans le couloir. Un son différent, plus proche, plus intime, une respiration. Une respiration qui n'était pas la mienne, provenant de l'intérieur même de la chambre, d'un espace que j'avais pourtant inspecté, vérifié, sécurisé. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, cherchant la source du son. La pénombre de la salle de bain éclairait faiblement l'espace, révélant les contours familiers de mes affaires, du mobilier, des murs. Mais quelque chose avait changé. Le placard, celui qui avait été verrouillé lors de mon arrivée, était ouvert. Pas grand ouvert, mais suffisamment pour que je puisse voir l'intérieur, et l'intérieur me regardait. Un visage. Un visage dans l'ombre du placard, à la hauteur de mes yeux, fixé sur moi avec une intensité qui me glaça le sang. Je n'ai pas crié. La peur paralysante m'a privé de voix, mais j'ai bondi du lit, cherchant le téléphone, la lumière, n'importe quelle forme de protection. Le visage s'est retiré dans l'obscurité du placard, et j'ai entendu des mouvements, des pas rapides, des froissements de tissu, provenant de la salle de bain que j'avais laissée entr'ouverte. J'ai allumé toutes les lumières, le téléphone serré dans ma main tremblante, et j'ai appelé à nouveau la police. Cette fois, leur arrivée m'a semblé plus lente, ou peut-être ma perception du temps était-elle altérée par l'adrénaline. Ils ont trouvé la salle de bain vide, mais la fenêtre entr'ouverte. Une fenêtre que j'avais vérifiée fermée, que j'étais certain d'avoir verrouillée. Et dans le placard, des indices d'occupation. Une couverture enroulée, une bouteille d'eau à moitié pleine, des empreintes de pas dans la poussière qui ne correspondaient ni aux miennes ni à celles de quiconque ayant légalement accès à la propriété. Le propriétaire est arrivé cette fois, un homme d'une 60aine d'années qui ne correspondait en rien au « Monsieur Kowalski » de nos échanges électroniques. Il s'appelait réellement Vance, et il a expliqué avec une contrition visible que la maison avait été gérée par un intermédiaire. Un neveu qui avait depuis disparu avec les fonds de plusieurs locations. Le placard verrouillé, une réparation inachevée, selon lui, un espace de rangement inutilisable qu'il avait négligé de mentionner. Mais dans ses yeux, dans sa voix trop rapide, trop défensive, j'ai perçu quelque chose d'autre, la peur ou peut-être la connaissance. J'ai quitté la maison cette nuit-là, trouvant un hôtel où le personnel de nuit a poliment ignoré mon état secondaire.
Les vêtements en désordre, les yeux cernés, les mains qui tremblaient encore. Je n'ai pas revu mon frère pour le reste de son anniversaire, prétextant une urgence professionnelle qui nous a tous deux soulagés de la nécessité de maintenir les apparences. Ce que je n'ai jamais raconté à la police, ce que je n'ai osé formuler qu'à moi-même dans les mois qui ont suivi, c'est ce que j'ai vu dans ce placard, dans ce visage qui m'observait. Ce n'était pas le visage d'un sans-abri, d'un squatteur opportuniste, d'un voleur amateur. C'était un visage que j'avais déjà vu, sur la photo de l'annonce Airbnb, dans le coin d'une image montrant le salon, flou, partiellement caché par un rideau, mais indéniablement présent. Le même homme, la même expression vide, la même posture d'attente patiente. Et ce qui me hante encore, ce qui me réveille parfois en sursaut des années plus tard, c'est la réalisation que j'avais inspecté ce placard. Que j'avais vérifié la serrure, constaté qu'elle était bloquée, supposé qu'elle était inaccessible. Que l'homme qui y habitait, car c'est ainsi que je pense désormais à cette présence, non comme un intrus mais comme un habitant, un occupant légitime d'un espace que je croyais loué, était là avant moi, pendant moi, après moi. Qu'il m'avait observé m'endormir, m'éveiller, me déshabiller, me laver, avec cette patience inhumaine des prédateurs qui n'ont pas besoin de se précipiter parce qu'ils savent que la proie ne peut pas s'échapper. Je n'ai jamais obtenu d'explication sur l'identité de cet homme, sur la durée de sa présence dans cette maison, sur le nombre de locataires qu'il avait accueillis avant moi. La police a classé l'affaire, le propriétaire a vendu la propriété, la plateforme a supprimé l'annonce. Mais parfois, la nuit, quand je séjourne dans un hôtel anonyme, une location temporaire, n'importe quel espace qui n'est pas le mien, je regarde les placards avec une méfiance obsessionnelle. Et je me demande combien d'entre eux contiennent un observateur patient, attendant que la lumière s'éteigne, que la respiration devienne régulière, que la porte s'ouvre sur l'obscurité propice. Élément mystique ajouté, 6 mois après l'incident, en consultant par curiosité les archives de presse locale de la ville où se trouvait la maison, j'ai découvert une série d'articles datant des années 70 à 90. Des disparitions de locataires, toujours dans la même rue, toujours dans des propriétés gérées par des intermédiaires dont le nom commençait par K. Des enquêtes sans conclusion, des suspects jamais identifiés, des témoins décrivant un homme silencieux, aux yeux vides, qui semblait faire partie du mobilier. Le dernier article, de 1989, mentionnait la découverte d'un corps dans le placard d'une maison identique à celle où j'avais séjourné. Un corps momifié, habillé de vêtements datant de 30 ans auparavant, avec une carte d'identité au nom de Kowalski, Stanislas, né en 1923. La légende de la photo d'accompagnement montrait ce visage. Ce même visage que j'avais vu dans l'obscurité de mon placard, figé dans la mort avec cette même expression d'attente patiente. J'avais 22 ans à l'époque, et je vivais seul dans une petite maison de location que j'avais trouvée grâce à une annonce en ligne, attirée par son prix dérisoire et sa situation à la périphérie d'une ville universitaire où j'entamais ma dernière année d'études. La maison était une construction des années 40, un bungalow étriqué aux murs en plâtre épais et aux fenêtres trop petites, qui semblait avoir été conçu pour une époque où les espaces de vie étaient mesurés avec une austérité que nous avons aujourd'hui oubliée. Je l'avais choisi pour sa tranquillité, son isolement relatif, cette promesse de solitude studieuse que je croyais nécessaire à ma réussite académique. L'hiver de cette année-là avait été particulièrement rigoureux, avec des températures qui chutaient régulièrement au-dessous de -20 degrés, transformant la ville en un paysage de cristal où chaque respiration devenait visible, tangible, presque solide. J'avais développé une routine nocturne qui m'éloignait de mes camarades de promotion, de leurs fêtes et leurs rassemblements. Des sessions de jeux en ligne qui s'étiraient jusqu'au petit matin, des conversations virtuelles avec des inconnus répartis sur plusieurs fuseaux horaires, une forme de sociabilité dégradée qui me convenait parfaitement dans cette période de ma vie où l'interaction physique me semblait coûteuse, épuisante, finalement superflue. Ce vendredi-là, le 12 février, les conditions météorologiques avaient atteint leur paroxysme. Une tempête de neige s'était abattue sur la région depuis 24 heures, accumulant plus de 40 cm de précipitations et transformant les rues en canyons blancs où seuls les véhicules équipés de chaînes osaient s'aventurer. J'étais parfaitement isolé, exactement comme je le souhaitais, avec des provisions suffisantes pour tenir plusieurs jours et cette certitude rassurante que personne ne viendrait me déranger, que personne ne pouvait venir me déranger. Vers 21 heures, alors que je terminais une partie particulièrement intense avec mes amis virtuels, j'ai entendu le premier bruit. Un choc sourd, provenant de l'étage supérieur. Ou plutôt de ce que je croyais être l'étage supérieur, car la maison n'avait officiellement qu'un seul niveau, avec une chambre et une salle de bain sous le toit en pente que j'occupais. Le bruit était distinct, métallique, comme si quelque chose de lourd avait heurté une surface dure. Mes amis en ligne l'avaient entendu aussi, à travers mon casque micro, et leurs questions inquiètes m'ont forcé à admettre ce que je préférais nier. Il y avait quelque chose dans ma maison, ou sur ma maison, qui ne faisait pas partie de ma vie normale. J'ai d'abord supposé un problème structurel, une conséquence de la tempête. La neige s'accumulant sur le toit plat, peut-être,
créant des contraintes que la vieille charpente peinait à supporter. Ou un animal, un raton laveur, un écureuil, qui avait trouvé refuge contre l'élément déchaîné. J'ai quitté ma position devant l'écran, grimpé l'escalier étroit qui menait à ma chambre, et j'ai inspecté l'espace avec la lampe de mon téléphone. Rien. Aucune trace d'infiltration, aucun signe de détérioration, aucune présence animale. Le bruit ne s'était pas répété, et mes amis, rassurés par mon retour, ont vite oublié l'incident. Mais à 23h30, alors que je m'apprêtais enfin à interrompre ma session pour me coucher, le bruit est revenu. Cette fois, plus fort, plus proche, et avec une qualité différente. Pas le choc mat d'un impact, mais un grincement prolongé, comme du bois sous tension, comme une structure qui cède progressivement sous une pression persistante. Et il provenait d'au-dessus de ma tête, d'un espace que je n'avais jamais considéré comme accessible, comme habitable, comme existant. Je savais, intellectuellement, que les maisons de cette époque et de ce style possédaient parfois des espaces de rangement sous les toits, des greniers impropres à l'habitation mais utilisés pour stocker les objets saisonniers, les souvenirs familiaux, les débris accumulés d'une vie. Mais je n'avais jamais vu d'accès à un tel espace dans cette maison. Aucune trappe visible, aucune échelle escamotable, aucune indication architecturale suggérant un volume au-delà de ce que j'occupais. J'avais supposé, sans y réfléchir vraiment, avec cette paresse cognitive que nous appliquons aux détails que nous jugeons sans importance, que le toit était simplement isolé, fermé, vide. Le grincement a persisté, rythmé, presque méthodique. Comme des pas lents, pesants, qui se déplaçaient dans un espace confiné, un espace où la hauteur sous plafond devait être insuffisante pour une station debout normale. J'ai éteint mes appareils électroniques, plongeant la maison dans un silence total où le bruit devenait encore plus distinct, encore plus insupportable. Et j'ai compris, avec une certitude qui me glaça le sang, que quelqu'un marchait au-dessus de ma tête, dans un espace que je ne savais pas exister, avec une régularité qui suggérait une familiarité absolue avec les contraintes de cet environnement. J'ai quitté ma position avec une lenteur mécanique, cherchant des yeux l'accès que je n'avais jamais remarqué. La chambre était petite, encombrée de mes affaires d'étudiant, livres empilés, vêtements en attente de lavage, l'équipement électronique qui constituait mon univers quotidien. J'ai examiné le plafond incliné, suivant les poutres apparentes, cherchant une anomalie, une discontinuité, une indication de passage. Et je l'ai trouvé, finalement, dans le fond du placard encastré que j'utilisais pour mes vêtements. Une trappe, parfaitement alignée avec les panneaux de plâtre environnants, d'une couleur légèrement différente qui suggérait qu'elle avait été peinte ou replâtrée plus récemment que le reste. J'ai vidé le placard avec une précipitation fébrile, jetant mes vêtements sur le lit dans un désordre qui m'aurait horrifié en d'autres circonstances. La trappe était fermée, mais pas verrouillée. Une simple loquet métallique que j'ai actionné avec des doigts qui tremblaient. Elle s'est ouverte avec un grincement qui a semblé répondre à celui que j'entendais encore, toujours au-dessus de ma tête, et une échelle escamotable s'est déployée avec une lenteur presque théâtrale, révélant un rectangle d'obscurité absolue. L'odeur qui s'en est échappée m'a fait reculer d'un pas involontaire. Une odeur composite, complexe, de moisi, certes, de renfermé, mais aussi de quelque chose de plus organique, de plus vivant, qui évoquait les étables de mon enfance, les espaces où des animaux vivent et meurent dans une proximité qui transforme l'air en une substance chargée, presque tangible. Et avec cette odeur, la chaleur. Une chaleur inattendue, excessive, comme si l'espace au-dessus de ma tête était chauffé indépendamment du reste de la maison, maintenu à une température qui défiait la logique thermique de l'hiver qui faisait rage dehors. J'ai monté l'échelle avec une prudence désespérée, ma lampe de poche serrée entre les dents, libérant mes mains pour la progression. Les premiers échelons étaient froids, métalliques, mais ceux du haut, ceux qui disparaissaient dans l'obscurité, étaient différents. Chauds, presque brûlants, comme si quelqu'un les avait maintenus en main pendant de longues minutes avant de les lâcher. Je me suis hissé dans l'espace supérieur avec une lenteur qui me semblait à la fois prudente et suicidaire, conscient que j'allais vers le danger plutôt que m'en éloigner, incapable de résister à la nécessité de voir, de savoir, de transformer l'horreur imaginaire en horreur réelle. Le grenier était bas, extrêmement bas, moins de 60 cm de hauteur sous le faîte du toit, un espace où se déplacer impliquait de ramper, de se glisser, d'adopter des postures qui rapprochent le corps de la terre, qui évoquent les origines animales que nous croyons avoir transcendées. Ma lampe a découpé des cônes de lumière jaunâtre dans cette pénombre, révélant des poutres anciennes, une isolation dégradée, des objets abandonnés qui constituaient l'histoire matérielle de précédents occupants, mal recouvertes de poussière, cadres photos aux images décolorées, jouets d'enfants auxquels je n'osais pas donner de nom. Et au centre de cet espace, sous une lucarne que je n'avais jamais remarquée de l'extérieur, une lucarne dissimulée par la configuration du toit, invisible de la rue, de la cour, de tout point de vue normal, une silhouette. Un homme. Un homme qui se tenait à quatre pattes, la tête tournée vers moi avec une fluidité qui défiait l'anatomie humaine, comme si son cou possédait des articulations supplémentaires, des degrés de liberté que la nature n'avait pas prévus.
Ses yeux reflétaient la lumière de ma lampe avec une intensité qui n'était pas normale. Pas le simple effet rétinien des yeux d'animaux nocturnes, mais quelque chose de plus actif, de plus conscient, qui suggérait que la réflexion provenait d'une source interne plutôt que d'une simple réaction optique. Il était nu, ou presque, vêtu de haillons indéfinissables qui semblaient avoir fusionné avec sa peau par des années de contact continu, de sueur, de saleté accumulée. Son corps était maigre, décharné, avec des proportions qui semblaient faussées par la perspective du grenier bas, mais qui, je le compris rapidement, étaient réellement anormales. Des membres trop longs, un torse comprimé, une tête qui paraissait trop massive pour le coup qui la supportait. Et sa posture, cette posture à quatre pattes, n'était pas celle d'un homme qui rampe par nécessité, mais celle d'un animal qui a adopté cette démarche comme sa norme, sa nature, son état naturel. Nous sommes restés immobiles, l'homme et moi, dans cette lumière artificielle qui semblait n'appartenir à aucun des deux mondes. Ni à celui du grenier, ni à celui de la maison en dessous, mais à une zone intermédiaire où les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Je ne sais pas combien de temps a duré ce face-à-face. Des secondes? Des minutes? Le temps semblait dilaté, distordu, soumis à une logique qui n'était pas celle de ma montre, de mon téléphone, de mon cœur qui pourtant battait avec une violence que je percevais comme venant de très loin. Puis il a bougé. Pas vers moi, ce qui aurait déclenché une réaction de fuite, de combat, de cri, mais vers la lucarne. Avec une souplesse qui défiait sa maigreur apparente, il s'est hissé sur le rebord de la fenêtre, a poussé le châssis qui s'est ouvert vers l'extérieur avec une facilité qui suggérait qu'il avait emprunté cette route des centaines de fois, et il a disparu dans la tempête de neige qui faisait rage. Je suis descendu de l'échelle avec des mouvements automatiques, fermant la trappe derrière moi sans y penser, verrouillant le placard avec une clé que je n'avais pas remarquée auparavant, mais qui se trouvait maintenant dans ma main. Je suis sorti de la maison, la tempête, la nuit, le froid mordant me semblant soudainement préférable à l'enclos que j'avais croyu sûr. Et j'ai appelé la police depuis ma voiture, le moteur allumé, le chauffage à fond, les phares braqués sur la porte d'entrée comme si je pouvais empêcher son retour par la seule force de la lumière. Ils l'ont trouvé 3 heures plus tard, à 1 kilomètre de la maison, errant dans la tempête avec une démarche qui les a fait qualifier le rapport des individus désorientés, possiblement sous influence. Un sans-abri, selon leurs conclusions préliminaires, qui avait trouvé refuge dans un espace abandonné, qui avait développé une forme de dépendance envers cette cachette, qui avait été surpris par mon arrivée inopinée. Aucune accusation retenue. L'effraction n'était pas prouvable. La propriété était une location, les frontières entre occupation légitime et intrusion étaient floues. Mais ce que la police n'a pas expliqué, ce qu'aucun rapport officiel n'a mentionné, c'est la durée de sa présence. Les indices matériels, les déjections fossilisées dans les coins du grenier, les couches de poussière perturbées par des passages répétés, les marques de frottement sur les poutres où des mains s'étaient appuyées jour après jour, suggéraient des mois, peut-être des années d'occupation. Des années pendant lesquelles j'avais vécu en dessous, ignorant l'existence de cet espace, de cet occupant, de cette proximité absurde. Et ce que je n'ai jamais raconté, ce que je n'ai osé formuler qu'à moi-même dans les nuits qui ont suivi, c'est ce que j'avais vu dans ses yeux. Pas la peur du découvert, pas la colère de l'intrus surpris, mais quelque chose de pire, la reconnaissance. Comme s'il m'avait attendu, comme s'il savait que je viendrais, comme s'il avait choisi ce moment précis pour se révéler. Et dans cette reconnaissance, une forme de gratitude, ou peut-être de libération, qui suggérait que ma découverte n'était pas une fin, mais un commencement, une étape dans un processus dont je ne comprenais pas encore la nature. J'ai déménagé le mois suivant, rompant mon bail avec des excuses financières que le propriétaire a acceptées avec une compréhension silencieuse qui m'a fait me demander s'il savait, s'il avait toujours su. J'ai vérifié systématiquement chaque nouvelle habitation pour des espaces cachés, des accès oubliés, des volumes que les plans ne montraient pas. Je suis devenu expert en architecture résidentielle, en technique de dissimulation, en histoire des constructions anciennes. Et chaque nuit, dans chaque nouveau logement, je monte une échelle imaginaire vers une trappe que je ne trouve jamais, vers un grenier où quelqu'un m'attend, patient, immobile, les yeux reflétant une lumière qui ne vient pas de ma lampe. Élément mystique ajouté. 1 an après mon déménagement, en consultant les archives cadastrales de la ville pour une recherche sans rapport, j'ai découvert que la maison que j'avais occupée n'apparaissait sur aucun plan officiel avant 1985. Pourtant, les matériaux de construction, analysés par curiosité par un ami architecte, dataient des années 40. Et dans les archives du journal local, j'ai trouvé un article de 1939 décrivant la disparition d'un ouvrier du bâtiment, Stanislas Kowalski, lors de la construction d'une maison dans ce même secteur. Son corps n'avait jamais été retrouvé. La description de l'homme que j'avais vu dans le grenier correspondait à la photographie publiée avec l'article, y compris la posture à 4 pattes qu'on lui attribuait dans les rumeurs locales, comme s'il avait été conçu pour vivre dans des espaces où les hommes normaux ne pouvaient respirer.